Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Impossible et merci d'avoir accepté de participer à cette nouvelle mission, deuxième épisode de l'émission Impossible et je suis toujours entouré de mes agents préférés, c'est les seuls en même temps, donc pour l'instant vous êtes mes préférés, mes petits gars. Voilà, donc on est reparti pour un tour pour parler aujourd'hui de Mission Impossible de Brian De Palma, retour donc en 1996 et je vais commencer par dire bonjour TMDJC, comment ça va? Mais bonjour Creepers, écoute, ça va très très bien, je suis très très content d'être là, je suis très content d'être avec vous, je suis très content de parler de ce film. Eh bien écoutez, avec Rhône, je pense qu'on va être pas mal parce que oui, Rhône est là aussi. Bonsoir Rhône. Eh oui, agent Rhône, expert Agent en Rhône. déguisement, puisque dans la vraie vie, je fais 1m95 pour 112 kilos et je suis blond. Et donc c'était un déguisement que tu ne quittes jamais. Non, j'en suis content, donc je garde celui-là. En tout cas, on les est experts, tous- c'est comme ça. Hein. On est tous déguisés en cheveux gris. En tout cas, c'est clair que là, il y a du poil gris sur ce podcast. Là, voilà, au niveau de la jeunesse, on repassera. En même temps, on parle de Mission Impossible. Ça commence à dater un petit peu entre la série qu'on a commencé à faire donc, dans le premier épisode. Et merci pour vos retours, les amis. Voilà, merci pour les commentaires et les retours. Fun fact, je discutais avec quelqu'un, c'était sur Instagram, je crois, qui disait qu'il avait bien aimé le podcast, qui découvrait un petit peu le truc et que lui était pas né lors du premier film. Et là, tout d'un coup, tu fais ah oui. Ouais, tu fais, ah oui, d'accord. C'est le genre de c'est truc qui Castor, commence à là. piquer. Et bon, j'ai vu qu'il y avait plein de podcasts qui forcément ont fait des choses sur Mission Impossible. C'était logique, hein, ça surfe un petit peu sur l'actu. Là, l'avantage, c'est que là, nous, on parlera du dernier film genre dans super longtemps, parce qu'on va vraiment respecter l'ordre de sortie des films. Donc voilà. Là, on essaye de surfer un petit peu sur la vague, mais on espère apporter un petit peu notre petite touche, en tout cas sur cet Tout est univers relatif. de Mission Même si tu le fais tous les mois, ça va venir vite. Hein. Ça peut aller vite. C'est vrai que c'est une fois tous les 2 semaines pour ceux qui nous découvrent. Alors, tu vois, là ça va être très vite. maintenant, donc ça peut aller très très vite. Et on vous rappelle aussi que c'est donc enregistré en live sur Twitch, que vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous. D'ailleurs, je fais des gestes et tout, donc eux peuvent le voir, mais pas vous. Donc on a une interaction avec des gens. Il y a pas mal de gens connectés qui discutent avec nous justement de Mission Impossible. Donc peut-être que parfois vous serez largués quand on va rebondir sur des choses, mais on va vraiment essayer de rester dans le contexte de l'émission. Et donc vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter, etc. Donc il y aura les liens qu'il faut dans le descriptif du podcast, mais on va commencer maintenant à parler de l'émission Impossible. Mais avant que j'oublie, j'ai une petite annonce. J'ai une petite Tu l'as fait annonce. maintenant. J'hésitais à le faire à la fin, mais voilà, au moins, je suis sûr de ne pas oublier cette annonce-là. Donc sachez que là, on parle donc des films Mission Impossible, donc jusque pour l'instant à Dead Reckoning, et dès qu'il y en a un nouveau, on le refera, on reviendra pour en parler. Mais on a une idée derrière la tête avec Seb et avec le copain Rhône, c'est qu'à la fin de l'émission Impossible, on sera un peu triste parce que c'est fini. Ah oui. C'est fini tout ça, on sera obligé de se séparer, la bande va s'autodétruire et puis voilà, on va partir au soleil couchant et tout ce qu'il faut, ou peut-être se faire buter par des espions ennemis, on sait jamais. Peut-être bien. Mais on a une autre idée derrière la tête parce que vous savez peut-être que là, à partir d'aujourd'hui, on va parler de l'acteur principal des films Mission Impossible, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, le gars qui reste au top du box-office depuis un bon petit moment. Et on s'est dit pourquoi pas, une fois qu'on aura fait tous les Missions Impossibles, s'occuper de la carrière de Tom Cruise. Voilà. Et on aimerait que vous nous disiez dans les commentaires, soit là en direct là maintenant pour avoir un petit aperçu comme ça de est-ce que ça peut vous intéresser ou non, ou dans les commentaires du podcast, ou quand vous mettez 5 étoiles, 5 magnifiques étoiles, vous mettez dans vos commentaires, voilà, moi je veux une émission sur Tom Cruise, donc on reviendrait sur toute la carrière de Tom Cruise, mais pas dans l'ordre de sortie des films, on va se faire un petit kiff, c'est-à-dire qu'on préparera un tirage au sort à la fin de chaque émission, et on dira tiens hop, on va parler de Tropic Thunder, on va parler de Top Gun, on va parler de Risky Business, etc. Donc on va vraiment se faire plaisir là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, un petit peu partout quand vous aurez écouté cette émission, est-ce que ça peut vous intéresser qu'on se fasse un Top Cruise, voilà, on reviendrait sur la carrière de ce monsieur et où on classerait tous les films de Tom Cruise. Voilà, c'est une petite mode les classements, mais je me dis ça peut vraiment être cool de revenir sur cette grosse carrière quand même de Tom Cruise. Et
on ira aussi dans les côtés les plus obscurs du bonhomme. On reviendrait sur la scientologie, etc. Il n'y a pas de raison. Voilà, on n'est pas là pour non plus dire uniquement « Oh, qu'est-ce qu'il est bien, Tom Cruise, il est beau, il a un joli sourire Colgate et j'adore ses films. » Non, on reviendra vraiment sur l'intégralité de sa carrière, sur les moments importants de sa vie, etc. en fonction du film qu'on va traiter. Donc, si ça vous intéresse... Non, il y a eu des hauts et des bas aussi dans la carrière. Donc, il y a plein de trucs intéressants. C'est vraiment quelqu'un de passionnant. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous dire oui, je veux que vous parliez de Tom Cruise, ou alors allez vous faire foutre. On n'a pas du tout envie de voir Tom Cruise traité en long, en large et en travers. On le voit assez, ce petit gars, un peu partout, mais je pense que vous allez apprécier le système. On peut vraiment s'amuser autour de Tom Cruise. Ça a l'avantage d'être une filmo qui est très variée avec l'ami Cruise. C'est qu'on a vraiment des choses très très différentes. Ce qui est plutôt cool parce que ça garantit aussi de pas toujours parler de la même chose. Et il avait aussi une habitude qui est très sympa, mais on va même le voir pendant l'émission Impossible, c'est qu'il aime bien varier les réalisateurs, le loulou. Il mène quand même bien sa barque, ce qui fait que ça, au-delà des différents styles de films, on a aussi des grosses différences en termes de réalisation et avec des sacrés auteurs derrière la caméra. Complètement. En tout cas, dans le chat, ils sont chauds. Il est adoré dans Austin Power. Ah, il est très bien dans Austin Power. Dans Commando, il est parfait aussi. Il est parfait. Voilà, comme ça c'est fait. C'est un petit rôle, mais par contre il est parfait. Petit rôle, c'est la biche. Il se déguise en biche, voilà, c'est acteur de composition, hein, c'est acteur studio. Il a deux rôles alors, parce que c'est à un moment donné, après une explosion, il fait une espèce de saut de l'ange là comme ça. Donc c'est lui qui fait le salto. Oui, c'est lui qui fait le salto. Ah putain, j'ai fait un arrêt sur image pour voir le trampoline, mais j'ai pas vu. C'est lui qui fait la téléphonique aussi. Ah, écoute, c'est possible. C'est peut-être le mannequin en mousse qui se retourne, parce que c'est lui qui fait les cascades de la cabine téléphonique. C'est peut-être lui. Le gars qui remplace Sully. Ils font la même taille d'ailleurs, je pense, que Sully dans Commando. Non, en plus, je dis, il faut qu'on fasse court et qu'on raconte pas n'importe quoi. On est déjà en train de raconter de la merde au bout de 10 minutes. En tout cas, comme je le disais, le chat a l'air bien chaud. Voilà, pour le Tom Cruise. Donc, à vous, après, dans les commentaires, de nous dire si c'est OK ou pas pour vous. Et bien sûr, on fera ça en live régulièrement. Et je pense qu'on va s'amuser si vous êtes OK. Et tant qu'on y est, si vous êtes bien chaud, suggérez des titres pour l'émission sur Tom Cruise. Ouais. Parce que des idées à la con, on en a déjà eu 2-3, mais on n'est pas à l'abri d'une idée à la con meilleure que les nôtres. Ouais. Parce que le Tom Cruise, moi j'aime bien, j'avoue. Ou alors peut-être même un sous-titre. Voilà. Trouvez-nous un titre, pourquoi pas. Tiens, proposez-nous, quand vous mettez encore une fois les 5 étoiles de Ninja, proposez-nous des titres pour la future émission. La Cruisière s'amuse, qui avait sorti un truc comme ça. La Cruisière s'amuse, c'était rigolo. C'était moi, mais il était en work in progress. On n'était pas très sûr qu'il était compréhensible, celui-là. C'est bien ce qui me semblait que c'était toi. Je n'étais plus sûr, mais... Encore une fois, c'est les vieux. Ah bah tiens, il y a XP qui dit c'était moi. Donc tu vois, t'es un peu un voleur en fait. Non. Hein, t'es un peu le Luc Besson du podcast. Je vois pas le chat, comment veux-tu? Non, mais je l'avais proposé la dernière fois, ce qu'on avait évoqué avant. Mais vous vous battrez en dehors. Voilà, on fera un combat avec. On fera un combat avec Xavier. En tout cas, j'aime bien la Cruisière s'amuse. La Cruisière s'amuse, ouais. Il y a Cruise Control aussi qui peut être rigolo. Enfin, voilà, aidez-nous à trouver un titre. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes chaud patate pour cette émission. Et ouais, je serais content de faire ça. Ah non, moi c'était Note les Cruise, le mien. Et c'est vrai. Note les Cruise, j'aime bien aussi. Franchement, Note les Cruise, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Allez, on va se lancer maintenant dans Mission Impossible, bordel. On va commencer à parler donc de ce premier film tiré de la série télé. Je regardais mon déroulé, donc là, il fallait dire bonjour et tout, donc c'est fait. J'ai dit bonjour pendant très très longtemps. Alors, donc, on va revenir sur ce film sorti en 1996, donc réalisé par Brian De Palma. Et dans un premier temps, logiquement, ce qu'on va faire, c'est revenir un petit peu sur la production de ce premier film sorti en 96. Et je voulais moi commencer par un peu justement faire un point sur là où en était Tom Cruise au moment de la sortie de ce long métrage. Je dis long métrage parce qu'il semblerait que je dise beaucoup de films d'après Ron dans certains podcasts. C'est surtout que des fois tu dis film. Ah oui, je fais exprès. Mais bon, c'est dangereux parce que j'arrête pas de répéter ça à cause de... un film sur le cyclisme. Voilà, c'est exactement ça. J'ai carrément été piraté par le... Comment ça s'appelle déjà le film là par le Grand Détournement. Le Grand Détournement. Malheureusement, voilà. Ouais. Alors, donc, au moment de la sortie du film, en tout cas en ce qui concerne Tom Cruise, on peut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà quand même connu
un peu de succès. Hein. Je pense que je prends pas trop de risques quand même pour dire qu'en 96, le gars était déjà un petit peu au top. Hein. Ça fait un petit moment d'ailleurs, parce que Top Gun, c'est au milieu des années 80. Il avait explosé avec Risky Business et il avait fait quand même quelques trucs sympas. Il y a eu Rain Man, effectivement. Donc il avait déjà tourné quand même avec des très grands réalisateurs. Ça commençait déjà un petit peu à s'installer dans sa tête. Il avait fait au ciné un 4 juillet de il y a Martin Scorsese aussi. 2 ans avant, je crois. Attends, c'est 94, Entretien avec un vampire. Oui, c'était un tout petit peu avant, tout à fait. C'est au moment où il allait commencer à tourner. Grand succès. Brad Pitt, en plus, dedans, pareil, avait explosé pas mal parce que c'était vraiment le début de sa carrière, lui, où ça devenait vraiment international avec et je crois que c'est au milieu coule une rivière, je crois, qui était sorti à peu près dans les mêmes. Mais il avait fait aussi Horizon Lointain, qui n'avait pas été un immense succès de Ron Howard. Donc il a joué avec quand même Martin Scorsese, il a joué avec Oliver Stone, avec Rob Reiner. Donc voilà, il a quand même fait du lourd. Il avait fait La Firme aussi, des Hommes d'honneur, je crois que c'était aussi avant. Donc le mec, il enchaînait quoi. Tu vois, il enchaînait, et non seulement il avait fait des films avec des grands réals, mais il avait été aussi entouré par des très bons acteurs. Genre, on avait quand même. Puis on n'a pas cité, on va pas tous les aider, mais on n'a pas cité Cocktail, pareil, qui l'avait manière internationale, qui avait fait exploser, pareil. Qui a été un peu un moins bon succès critique. On est 10 ans avant là. Parce que c'était juste après Top Gun. Cocktail. Ouais, c'est beaucoup plus tôt. C'était encore le côté belle gueule et c'est un film qui est, je trouve pas ça non plus complètement nul, mais on n'est pas, c'est vraiment le divertissement. Là, j'étais pas en train de juger le film. Mais c'était un gros succès. Vraiment que le truc qu'il avait vraiment, enfin le Cocktail, on le voyait, t'avais les affiches partout, dans tous les magazines quand t'étais gamin, tu voyais des trucs du film. Il était en interview partout, donc ça allait bien pour lui. Non, il était au top, et justement ce qu'il a voulu faire avec Mission Impossible, c'était le moment où il s'était associé avec c'est Paula Wagner, je sais pas, peut-être son prénom, j'ai un vieux doute, avec Paula Wagner, donc pour monter sa maison de production, et donc ils sont à la recherche pour faire un premier film. Et il semblerait que Tom Cruise soit assez fan de la série Mission Impossible d'origine, qu'il regardait beaucoup quand il était petit, et au moment où il s'est rendu compte que la Paramount était en train de rechercher à mettre en place une adaptation de Mission Impossible au cinéma, il s'est dit tiens, c'est peut-être le bon moment pour faire ce premier film avec ce projet-là. Et c'est là où il va commencer à travailler sur le projet. Donc ils vont se rapprocher de Paramount. Paramount est plutôt chaud patate. Il vise un budget de 40-50 millions maximum pour l'adaptation. Lui, c'est Tom Cruise. Il se dit tiens, quand même, il faudrait quelque chose aux environs des 80 millions de dollars. Et c'est à peu près là où on va arriver au budget final sur la production du film. Et donc il commence un petit peu à préparer tout ça. Et les premières versions sont préparées avec Sidney Pollack. C'est la première personne qui est approchée pour réaliser le film, qui commence à développer des éléments avec Sidney Pollack. Et un petit peu plus tard, c'est Brian De Palma qui va être sélectionné pour mettre en place le film, parce qu'il a déjà une expérience sur des adaptations de séries télé au cinéma, notamment l'excellent Les Intouchables. Il est mortel ce film, je ne sais pas si vous l'avez tous déjà vu, j'espère en tout cas, mais c'est un super film. C'est une bonne remarque, parce que c'est un film auquel je ne pense pas souvent, mais qui effectivement est une des rares bonnes adaptations. Mais moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et putain, quel grand film quoi. Alors là j'enfonce une porte qui est tellement ouverte que tout le monde je pense le sait que c'est un très bon film. Mais moi j'ai été surpris de voir un aussi bon film en fait. Parce que généralement quand on te vend un truc, des fois surtout un film qui commence à dater un petit peu. Là vraiment le film j'ai vraiment adoré. Donc tu te dis ça peut être éventuellement la bonne personne, parce qu'on n'a pas forcément la volonté de penser à De Palma quand tu penses à un film d'action, en tout cas à un film comme ça, parce que c'est vrai que tout le monde a en tête un film d'action quand tu penses à Mission Impossible. Alors, de base, à mon sens, c'est pas pour ça qu'il a été embauché. Voilà. Merci Ron, c'est exactement ce que j'allais dire. Et pour aller même complètement dans ce sens-là, quand tu penses adaptation de Mission Impossible et que tu mets de côté tout ce qui est en train d'essayer de mettre en place Tom Cruise, tu t'attends à un truc quand même avec du stress, avec de la tension, mais certainement pas pété d'action. Même si on est sur grand écran, une adaptation faite. D'ailleurs, tu citais juste avant. L'autre film de De Palma, j'ai déjà sorti de ma tête. Les Indestructibles, les Intouchables. Les Intouchables. Il y a de l'action dedans, mais c'est pas un film d'action. Ah non, pas du tout. On peut s'attendre de ça, de Mission Impossible. Donc, moi, je vais complètement dans le sens de Ron. C'était finalement De Palma, c'est presque logique.
Mais on reviendra là-dessus plus tard, parce que ouais. moi, c'est vraiment l'intérêt que j'avais. Quand j'ai redécouvert le film, c'est là où je me suis dit, oui, c'était logique de partir vers De Palma. Parce que maintenant, avec la série qui est tellement partie vers l'action, où on pense vraiment principalement maintenant scène d'action avant de penser à autre chose, maintenant, quand je revoyais le film, je dis, tiens, bah, effectivement, De Palma, il était parfait pour ce truc-là. Donc, quand ils ont choisi De Palma, maintenant, tu te dis, bon, bah, c'est logique qu'ils soient partis vers lui, parce que pour le côté suspense, Hitchcock, etc., enfin voilà, vous serez peut-être plus à même que moi pour parler de cette partie-là. Mais donc, ils ont sélectionné Brian De Palma pour lancer la production du film. Et donc il va s'entourer aussi de personnes plutôt bien calées, De Palma, puisqu'il va récupérer son directeur photo habituel, c'est-à-dire Stephen Borom. Et j'ai vu des remarques un petit peu dans le chat justement, et je trouve qu'il fait un boulot formidable sur le film. Donc je serais pas d'accord avec la remarque justement sur la première partie du film, que je trouve absolument incroyable. Au niveau de la production design, on a Norman Reynolds qui a bossé sur Star Wars, Indiana Jones, Le Secret de la Pyramide. Le chef décorateur, c'est Peter Howitt, donc qui a bossé sur Braveheart, sur La Momie, sur Superman. On a Rob Bottin qui bosse sur les maquillages pratiques. Donc on a vraiment une équipe technique qui est au top. Donc, sachant que au niveau des maquillages pratiques, la plupart des rôles qu'incarne Tom Cruise dans le film, c'est vraiment du maquillage. Absolument. Contrairement à d'autres films où là on va énormément utiliser le numérique, même si ça arrive là dans le film, techniquement parlant, c'est beaucoup de maquillage. Même si aujourd'hui on le voit, au-delà du fait qu'on connaît Tom Cruise, ça fait partie des choses que lui aime beaucoup. Il aime se changer physiquement, et il y a des films d'ailleurs où il est presque pas reconnaissable tellement il est grimé vraiment de manière bluffante. Et non, les maquillages sont superbes. J'ai dit une grosse connerie, et heureusement qu'XP est là. Je sais pas pourquoi je suis parti vers les intouchables. C'est les incorruptibles, quelle honte. Les incorruptibles, en plus, mais je me disais j'ai essayé de reprendre discrètement, j'ai vu qu'il y avait mais pas, ça va, on devrait le comprendre. Non, il faut reprendre, non, mais voilà, il faut reprendre. En plus, les gens vont dire, tiens, les intouchables, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Marcy fait dans ce film? Je ne comprends pas. C'est l'adaptation américaine, je n'ai pas compris. Les incorruptibles. Désolé pour cette erreur de regarder ce film. C'est bien qu'on soit en live. Tout à fait, c'est bien qu'on soit en live, effectivement. Heureusement que Rod est là pour, voilà, tout à fait. Un chat formidable. Donc le projet avance plutôt bien. À la musique, on en parlera beaucoup plus tard. C'est les trous de mémoire, on dirait que Danny Elfman. On va peut-être de côté, dans un premier temps, peut-être la musique pour dérouler le film, parce que je pense que c'est. Est-ce que tu. Mais c'est prévu. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que tu veux qu'on parle du scénar ou pas, enfin de David Koepp ou Alors David Koepp, je l'ai pas mis dans ma fiche technique. Effectivement, t'as absolument raison, parce que je l'ai cité en plus c'est dans mon truc, donc tu vois, je passe des trucs sans faire attention, et donc au niveau du scénar, c'est important. Parce que moi, c'est un scénariste que j'aime bien, et surtout, en fait, il a réalisé des films que j'aime bien aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Hypnose, par exemple. Génial. Le scénar, on va en parler après, mais on aime ou on n'aime pas l'univers de Mission Impossible, mais je trouve que le scénar du premier est très bien écrit et très proche. Et puis il est très proche en fait de la série finalement. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont piocher dans la série d'origine. Donc c'est important, je trouve. David Koepp, t'as raison, parce il a bossé avec Robert Town, qui est un fidèle de Tom Cruise depuis Jour de tonnerre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille très vite et qui sait bien bosser avec Tom Cruise. Et ces deux-là vont d'ailleurs devoir un petit peu improviser au jour le jour en fonction des idées qu'ils vont avoir sur le film. C'est assez dingue de se dire qu'un film qui demande pas mal de suspense, qui est quand même relativement bien écrit, a été refait, des fois écrit à même le plateau en fonction des situations. Et ça les a rendus un petit peu fous d'ailleurs au moment de la production du film, mais en tout cas ils ont bien bossé. Et David Koepp, comme tu le dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez tous vu un film qui a été écrit par David Koepp, de toute façon, parce je crois qu'il est même sur Spider-Man ou des choses comme ça, donc il est vraiment sur des gros projets. Il est souvent appelé pour aider, justement, pour essayer de sauver des fois les meubles sur certains trucs, et comme tu dis, c'est un réal. Il a du mérite, il a du mérite, parce qu'il est débarqué sur un film où Tom Cruise est hyper impliqué, y compris au niveau de l'écriture ou de ce qu'il veut voir. J'imagine les réunions de travail, quoi. Ça devait pas forcément être. On sent qu'il y a une emprise. Que ça, Mais ce qui est intéressant dès cette première production, c'est que c'est un producteur qui est hyper investi.
Et tu vois qu'avec De Palma, ils réfléchissent vraiment aux séquences d'action, ils réfléchissent vraiment à certaines scènes, il va avoir certaines idées, notamment la fameuse scène de l'aquarium, le restaurant qui explose, c'est lui qui va, d'après en tout cas ce que j'ai trouvé un peu partout, c'est lui qui va trouver cette idée-là. Donc il est vraiment impliqué dans les cascades, comme on le sait maintenant. Dès ce premier film, il s'est vachement investi. Et tu sens qu'il est vraiment avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il a envie que ce premier film soit un succès. Et dès cette première production, on sent la patte Tom Cruise. Voilà. Tu l'as dit, en fait, il a monté sa boîte de production, il est investi dedans, il n'a pas envie que le film se plante et il pense avoir la vision juste du projet qui lui tient en plus à cœur. Il veut pas se planter, donc oui, il est très investi au point même que c'est pareil, information à prendre avec des pincettes parce que c'est les informations qui sont arrivées jusque nous et qu'on n'était pas sur place à l'époque, au point même effectivement que parfois c'était compliqué de bosser avec lui parce que il est partout et qu'il y a des moments tu as envie d'un peu de liberté pour faire ta partie, qu'il y avait toujours Tom Cruise derrière apparemment. C'est vrai, mais d'un autre côté, alors on le sent en filigrane en fait, quand on écoute les interviews d'époque, des différents intervenants, etc. À chaque fois ça revient en gros, oui, j'ai discuté avec Tom, etc. Donc on sent bien qu'il est là partout, mais il faut lui donner une certaine intelligence dans la façon dont il a mené son rôle de producteur, parce que l'air de rien, même s'il y a son emprise un peu sur tout, comme on vient de le voir, il s'est très bien entouré, et on retrouve des éléments qui sont propres à tout à chacun. Et ils ont quand même un secteur d'expression pour... il les a pas pris pour rien, quoi. Pas juste pour leur dire tu vas faire ce que je dis. Ils les utilisent correctement. Et je pense que ça, c'est intéressant, parce qu'il y a cette espèce de mélange où il y a cette présence à tous les niveaux, mais en même temps, avec manifestement une oreille suffisamment attentive pour que tout à chacun puisse s'exprimer. Pour aller complètement dans ton sens, de toute façon, quand tu regardes tous les films qui sont sortis de la série Mission Impossible, ils ont chacun une empreinte qui est vraiment liée au réalisateur. Enfin, ça se voit. Enfin, ça a été la volonté. Tu peux pas les confondre. Donc et là, je vais dans ton sens. Tom Cruise, il savait avec qui il bossait quand il a commencé à bosser sur les films. Mais le fait est que effectivement, il garde une sorte de contrôle sur sa série, mais ça devient sa série. Et d'ailleurs, on le verra à force de parler des différents films de la saga. C'est même dommage. Moi, c'est un regret que j'ai qu'on soit sur le même réal depuis Rogue Nation. Tout à fait. C'est dommage de ne pas avoir un nouveau point de vue en fait sur cette saga. À chaque fois, c'était vraiment la promesse et on le verra sur les tout premiers films. Moi, c'est ce que je trouvais hyper intéressant. Donc, on va pas tout dévoiler maintenant, mais ça fait partie des choses que je regrette, en tout cas depuis 3 films, de voir le même réal derrière. Et tant qu'à parler de production avant de passer à autre chose, et notamment sur les acteurs et les personnages du film, ce qui est intéressant avec Tom Cruise, en tout cas à partir de là, c'est que non seulement il va savoir bien s'entourer, mais il est vraiment entouré de personnes de confiance. Tu le sens dans certains gros projets qu'il va produire, notamment je pense à Edward Zwick, où il va faire le dernier samouraï avec lui, il va refaire après un Jack Reacher 2 qui est un peu moins bien, et McQuarrie va vite devenir aussi une personne de confiance, donc il est vraiment entre des fois des acteurs et des réalisateurs ou d'autres producteurs, il va vraiment réussir à s'entourer presque d'une famille de collaborateurs. Alors peut-être un peu plus malléable à mesure pour pouvoir vraiment faire les projets comme il en a envie. Je pense notamment à Edward Zwick, qui n'est pas forcément pour moi un grand réalisateur, mais qui propose des trucs intéressants. Mais il sait s'entourer. Voilà, il sait s'entourer et je pense qu'avec ses différents succès, il a quand même des gens autour de lui où il sait qui contacter maintenant pour faire des films, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui est installé maintenant depuis très très longtemps. Et la réussite de ce film-là va lui permettre de faire beaucoup de choses encore après. Maintenant qu'on a mis un peu les choses dans leur contexte, je vais laisser la parole à Seb, qui va revenir sur les acteurs et sur les personnages du film qu'on croise justement dans ce nouveau Mission Impossible. Eh ben, alors, donc tu veux qu'on commence par les personnages du coup alors, non, mais vas-y, tu allais dire un truc. Ah non, comme tu veux, écoute, là j'étais parti sur les acteurs personnages, à moins que tu aies envie de... partons sur les acteurs personnages. Bon, évidemment, on a cité Tom Cruise, je crois que ça, c'est bon, on a compris qu'il était dedans. On n'a pas précisé qu'il jouait Ethan Hunt, qui devient le personnage central de toute la série des films Mission Impossible, qu'on va voir évoluer au fur et à mesure des films. C'est un vrai personnage, dans le sens où, au départ, il a un côté...
Dans Mission Impossible, c'est vraiment le personnage presque standard de films d'action, ce genre de choses. C'est un personnage qui va prendre plus d'épaisseur au fur et à mesure, je trouve, des films. Même si, ça c'est très personnel, je trouve pas que ça fasse partie des rôles de Tom Cruise dans lequel il s'est le plus, où il a pris le plus d'espace en tant que personnage. Je trouve que Tom Cruise a plus d'espace dans d'autres dimensions de ses films que dans le personnage. Mais c'est un film d'action en plus, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, ça m'a frappé quand je l'ai envoyé, parce qu'effectivement, on peut pas dire qu'il utilise une palette d'acteurs incroyable. Hein, il fait ses trucs habituels, un peu la mâchoire serrée, le regard perdu une fois de temps en temps. Ouais. Mais par contre, ses déplacements, enfin, il s'investit physiquement dans le film. Ah ouais, alors ça. Et ça, y compris dans sa gestuelle, il y a quelque chose qui est quand même assez félin, et puis un félin assez puissant en plus, en même temps, mais ça reste hyper souple. Enfin, il y a quand même un travail d'acteur qui est assez formidable. Hein. Moi, j'aurais mesuré énormément entraîné pour ce film. Je trouve même qu'il joue très bien, moi, dans celui-là, justement. Je trouve moi aussi, mais il n'a pas non plus des trucs complètement foufou à jouer si on regarde sur la totalité du métrage. Mais à la limite, c'est que pour moi, c'est un aspect de la prestation. Parce qu'à chaque fois, même dans une scène d'action, ou même quand tu te déplaces ou que tu cours, etc., tu joues aussi. Ah, il court. Et on a et là, enfin, je le trouve parfait, quoi. En fait, il est parfait. Ouais, il est bien. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il est parfait dedans et il sera pas tout seul parce que on a le retour de Jim Phelps, qui est donc le personnage de la série d'origine, mais qui n'est pas joué par le même acteur, parce que là on passe sur John Voight en fait, qui incarne alors forcément, on est d'accord qu'on parle du principe que vous avez tous vu le film et on va spoiler après comme des porcs. On est obligé, si on veut parler du film, on est obligé. Puis voilà, 96, on va spoiler. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il incarne un personnage qui va avoir plusieurs étapes et plusieurs facettes différentes dans le film. Moi, ça a été ma très très grosse déception quand je suis arrivé au cinéma, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une continuité avec la série. Après, on saura pourquoi, hein, on en parlera, pourquoi il y a eu un changement d'acteur. Mais sur le moment, moi, il me manquait quelque chose. Moi, c'était vraiment, ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai mal vécu le film la première fois que je l'ai vu. On a sa femme Claire qui est jouée par Emmanuel Béard. Pardon, vas-y. Je vais rebondir un petit peu sur John Voight, parce que moi je suis très mitigé également, mais alors sur deux axes. Je trouve qu'il rentre très bien dans le personnage, dans l'aspect retors, manipulateur, etc. Ça marche bien. Par contre, en faire un acteur de film d'action sur la dernière partie du film, j'ai un petit peu de mal. Voilà, j'ai un petit peu de mal. Là, il y a un problème de crédibilité à mon sens. Je trouve que ça marche pas vraiment, quoi. Et je te rejoins complètement. Et puisque tu parles de cette partie-là, surtout quand tu vois comment Ethan va devenir ce personnage qui sait répondre à toutes les problématiques physiques dans les films d'après, là il se fait rétamer à chaque fois. C'en est presque bizarre en fait. Quand tu connais les autres films, le premier film sur Ethan, tu dis qu'il s'est beaucoup entraîné entre le premier et le deuxième film. Disons que dans la séquence d'action, après la séquence d'action, elle repose quand même sur des gadgets. Il est sur un TGV lancé en pleine vitesse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas trop d'affrontements. Il y a une petite baston entre les deux. Il y a une petite baston entre lui et Jim. Et puis tu gardes que ça, parce que monsieur Papy Phelps sur le toit d'un train, il n'a pas les atouts du mec le plus athlétique de l'univers, quoi. A priori, tu dis que les chances sont assez peu équilibrées. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai plus de réserves, honnêtement, il y a notamment une scène de face à face entre les deux, où le moment où il doit mentir, où je suis pas hyper convaincu par sa façon de mentir, dire oui, genre là, qu'est-ce qu'il pense quoi de ma connerie là, j'ai dit une connerie là, comment il réagit. Donc moi j'ai plus il y a des moments où lui, moi j'ai un petit souci, enfin je le trouve pas forcément, je sais pas, il y a un, toi là, je te rejoins, ça fait un peu, on a fait un clin d'œil aux spectateurs. Vous avez vu qu'il y a un truc qui est un peu ambigu là ou pas? Ouais, c'est un peu tendu, mais même dans les moments où il y a le briefing et tout, je sais pas, ça fait pas partie des moments, je trouve, les plus
les Ça plus va. forts. Moi, ça va. Pour moi, c'est bien passé, ça. Mais lui, moi, j'ai vraiment. Ouais, pour moi, ça va C'est aussi, peut-être ça. plus l'acteur où j'ai le plus de mal, en fait, dans le film. J'ai plus de mal à croire en cette scission qu'il y a justement entre le côté je suis un mec sympa et puis d'un seul coup, je suis un mec méchant. C'est la balance, c'est pas. On en parlera plus tard de ça. Ça fait partie Donc, des... on a problème, il va Emmanuel arriver Béard qui donc incarne sa femme, donc Claire, et c'est pareil, donc nouveau personnage parce que Claire n'existe pas dans la série, pas comme ça, même si apparemment il y avait volonté, d'après ce que j'ai compris dans le scénar, de faire référence à d'autres personnages féminins qui étaient présents dans la série, et que sous-entendu que finalement il y avait peut-être eu des rapprochements, mais bon, il n'y a rien de bien clair là-dedans. Claire n'est pas claire. Et En voilà, plus, donc Emmanuel Béard, c'était bizarre de l'avoir débarqué sur un projet comme ça. Très honnêtement, moi je la trouve carrément mauvaise. J'ai des grosses réserves qui sont à peu près aussi grosses que le botox de ses lèvres, je pense. Je suis pas convaincu par ces petits airs non plus. Enfin, je trouve que c'est très artificiel. À nouveau, comme le botox, ses lèvres. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec sa prestation. Que je trouve que ça fonctionne pas, quoi. Il y a une scène de temps en temps qui va vaguement. La scène où elle est assise par terre, où elle dit de venir, je sais pas, par exemple, je dis mais quel est le but en fait de cette scène au final, parce que voilà, il y a 2-3 moments où tu dis oui, il y a une espèce de volonté de manipulation sûrement de son côté, mais c'est vrai que là du coup ça en devient même. Mais alors là le problème c'est qu'on est en train de tout mélanger là. Le souci c'est que après il faut vraiment qu'on parle de l'histoire et cette partie-là effectivement. Fais les acteurs. C'est Rhône, voilà. Non, moi je n'ai parlé que de l'actrice là. C'est toi qui a dévié. En tout cas, on a Eugène Kittredge qui est joué par Henri Cerny. Comment on prononce déjà cet acteur ? C'est Cerny. C'est lui. Oui, Henri. Je ne sais même plus comment le. Pour s'il nous écoute, il va être triste. Surtout que c'est un acteur que j'ai déjà vu dans des trucs que j'aime bien. Il m'a envoyé un texto, il est dégoûté. C'est Cerny, je crois que ça se dit comme ça. En tout cas, voilà, il joue un rôle qu'on voit courtement dans le film, parce que c'est entre guillemets l'antagoniste d'Ethan. C'est un moment où on se dit voilà, c'est pas que son supérieur, c'est aussi ça va devenir vraiment celui qui souhaite l'arrêter, parce qu'on part du principe que Ethan c'est devenu le méchant. Il y a que le spectateur qui sait qu'il s'est fait avoir. Et voilà, comment ça va se gérer. Et puis on a notre Jean Reno national qui va jouer Franz Krieger qui pareil, lui t'as envie de lui mettre des tartes. Il y a Pokernaz qui dit Henri Cherzny. Cherzny, merci. Voilà. Merci. On reviendra sur Jean Reno après. On a Ving Rhames qui joue Luther Stickle. Et alors c'est pareil. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et que ça fait partie des personnages qu'on va revoir tout du long de la série. Donc lui, il va avoir une importance après plus importante. On a le personnage Sarah Davis qui est jouée par Christine Scott Thomas, qui est pareil, une actrice que moi j'aime beaucoup. Alors on est pas tous d'accord là-dessus, mais moi je sais que c'est une actrice que j'aime bien, et il y a plein de films dans lesquels elle apparaît qui me plaisent vraiment bien. Ensuite, on a Vanessa Redgrave qui joue Max Mistopolis. J'aime bien. Voilà, qui elle a un personnage qu'on ne reverra pas de toute façon dans le. Non. Et est-ce qu'on continue à décortiquer après les Emilio Estevez, moi j'aime bien. Ah ouais, Emilio Estevez, je suis content de le voir, j'aime bien Emilio Estevez, donc oui, il joue au tout début du film aussi. Il est vraiment au tout début dans la première équipe, du film, dans la toute première équipe, voilà, et il joue Jack Harmon, et il n'est pas crédité dans le film. Non, ouais. Je sais pas pourquoi. Il y avait, je crois que j'ai lu un truc là-dessus, mais c'est pas très important, mais je sais pas pourquoi il apparaît pas dans le truc, quoi. Donc, mais j'aime bien Emilio Estevez. Je suis d'accord. Ouais. Donc on est bien au niveau des acteurs, du coup, on est pas mal. On a fait le tour. Personnellement, moi, franchement, je trouve pas que ce soit un casting de dingo. Il y a des réserves sur plusieurs trucs. Alors sur le papier, il est pas mal. Alors sur le papier, oui. Mais sur le papier, résultat, Jean Reno, t'as Emmanuel Béard déjà. Enfin, tu vois, tu pars. Alors déjà, d'une façon assez surprenante, moi qui ne suis pas un grand ami de Jean Reno, là je l'aime plutôt bien dans ce film-là. En méchant, ça va.
Eh ben oui, en fait, ça marche pas mal, ce que tu disais, hein, on a envie de lui mettre des tartes, et ben ça tout à tombe fait. bien, il est là exactement pour ça, donc je trouve que ça le fait bien, mais pour moi, celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est Vingrams, hein, Oui. c'est, dans le film, t'as envie de l'inviter pour le barbecue du samedi midi, quoi. Il est lumineux dans le truc, alors que fondamentalement, il a pas tant de scènes que ça, quoi. Ouais. Si tu les mets bout à bout, il y en a pas tant, mais c'est pas un hasard s'il est revenu faire un tour, c'est que son personnage il tape dans le mille. Ouais. Ça marche super bien, et c'est là où c'est pour ça que c'est bien de mettre Jean Reno et lui en même temps, parce que je trouve que notamment une des scènes qui matche bien au niveau casting, c'est celle où ça discute le plan entre Reno et Rams et Tom Cruise, et là on sent bien la petite complicité là entre les personnages. Il y a un peu de sous-entendu, ça jette des petits coups d'œil en coin. J'aime bien cette scène que je trouve vraiment pas mal, quoi. Moi aussi, et là où je vais dans ton sens complètement, c'est que, et là aussi je trouve que Jean Reno est vraiment très, très bon dedans, c'est que le personnage de Jean Reno est vraiment cohérent, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui a envie de faire semblant, en fait. Il aime pas Ethan, et on le sait dès le départ. Et il est là pour l'argent. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a pas le côté à la fin où tu te dis, bah justement, tu comprends pas l'agissement de Jim, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Pour moi, ça fait partie des bonnes surprises. Alors moi, je suis pareil, je suis pas un grand fan de Jean Reno. Le fait est qu'il y a plein de films dans lesquels il est que j'aime beaucoup et dans lesquels je le trouve très bon. Après, je pense que ça fait pas partie des acteurs qui sont capables de tout jouer. Non. Et C'est ça. Voilà. Il a jamais été aussi bon que dans Le Roi Lion, je pense. C'est ça parce que mon fils le regarde au moins 3 fois par jour en ce moment, Le Roi Lion, donc j'entends Jean Reno tout le temps. Simba. Bon bah très bien, on a fait le tour du casting, c'est plutôt pas mal, et effectivement on a à boire et à manger dans Porco Rosso, tout à fait, on nous dit dans le chat. Il y a des bons dans le chat, hein. Il y a du cinéphile. Hein. Porco Rosso, il est bon, Reno, c'est vrai en plus. Ouais. Ah, mais c'est quelqu'un comme tu le disais, au moins il a du charisme, tu vois. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais entendu Jean Reno dans Porco Rosso parce que je les ai toujours vus en japonais et je me suis dit il faudrait que je le regarde un jour en français rien que pour entendre la prestation. Ouais, parce que des fois ce qui est bien dans les animations c'est que tu vois ça, il faut vraiment bien faire, quoi. Mais Jean Reno, voilà, au moins il a une gueule, donc c'est pas toujours très très bien, mais au moins il a une gueule, quoi. Ah, dans Godzilla, rappelez-vous, il mange du chewing-gum comme personne. Dans Godzilla, quoi, ce café n'est pas torréfié en France? Jean-Philippe, Jean-Marc, Jean-Claude. Quelques anecdotes vite fait, comme ça, autour du casting. Tu avais commencé à en parler très rapidement, justement, pourquoi Jim Phelps n'est pas joué par l'acteur d'origine. J'ai plus son nom. Voilà. Je suis désolé, je n'ai plus son nom. Oui, le pauvre. C'est un peu la honte. Et tout simplement, la plupart du casting, ils ont été rappelés pour qu'ils soient dans Peter Graves. Merci, putain. Merci, Peter Graves. La honte. Ouais. La honte. Bah, on fait un podcast sur Mission Impossible, franchement. Non, mais Peter Graves, quoi. Je veux dire, merde, Peter Graves, quand même. Ouais. Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, hein? Toute l'équipe a dit non parce que justement il mourait dans la première partie du film, donc et Peter Graves avait été pas du tout voulu, quoi. Ouais, pas Peter du tout Graves, voulu. Il a même été très clair. Pour lui, il était impossible que son personnage devienne le méchant, puisque là, ça y est, on spoil. Donc, Jim Phelps, c'est le grand méchant finalement de ce film-là. Et moi, c'est pareil, c'est le truc la première vision qui m'a sorti du film. Là, on avait fait. Moi, j'étais venu voir l'adaptation. Et quelque part, c'est la suite, parce que contrairement à des adaptations où ils essaient de refaire une sorte de reboot avec des nouveaux acteurs, là, c'est vraiment, ça s'installe comme une suite à la série, et donc à la série 20 ans après, pour le coup, là, où tu dis, OK, il y a une suite sur grand écran, et puis le personnage, le héros qu'on a suivi, qui était finalement incorruptible, on y revient sur les incorruptibles, il s'est laissé avoir. Et ça, pour moi, c'était impossible. Après, tu t'es fait manipuler comme dans Mission Impossible, et puis c'est tout. T'étais juste dégoûté. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Le plan a été bien huilé. Donc, tu sais, s'il est si bien huilé ton plan, tu sais que tu peux te le carrer, de toute façon. Donc, du coup, tu t'es fait avoir. Mais en tout cas, le casting a dit non. Voilà, nous, on veut pas mourir, et puis on veut pas devenir un grand méchant après avoir été tant d'années à être un gentil qui essaye de sauver la cause. Et au niveau anecdote, voilà, j'avais noté un petit peu vraiment juste ça au niveau du casting, et puis celle où Tom Cruise voulait justement faire la scène du restaurant. J'en ai déjà parlé vite fait tout à l'heure, que c'est pas la peine de s'éterniser dessus. Donc on va aller dans la deuxième partie de ce podcast, et je vais commencer par résumer et détailler l'intrigue du premier film. Voilà.
Ça va être rapide, comme ça on va pouvoir un petit peu revenir sur des séquences importantes de ce film. Alors, vous êtes prêts ? Entouré par son équipe habituelle, Jim Phelps part en mission à Prague pour empêcher un espion de s'emparer d'une disquette qui contiendrait la liste des agents infiltrés en Europe de l'Est. Alors que tout semble se dérouler comme prévu, les choses dérapent et les membres de l'IMF sont exécutés. Seul Ethan Hunt arrive à s'échapper avant de contacter son supérieur afin de lui donner rendez-vous pour lui annoncer l'échec de la mission. Sur place, il se rend compte que leur mission n'était qu'un leurre pour piéger une taupe et que ses collègues sont morts pour rien. Fou de rage et désavoué, Hunt s'échappe et va tout tenter pour faire la lumière sur cette affaire. Voilà, donc pour l'intrigue de ce Mission Impossible. Est-ce que... alors je vais peut-être inverser deux trucs, parce que j'aimerais bien d'ailleurs revenir d'abord sur le style de De Palma, ça semble plus logique que de commencer véritablement à parler du film. Alors du coup, je vais juste faire un tout petit truc sur l'intrigue en soi, parce que c'est quelque chose d'un petit peu général, et moi qui m'a surpris. Déjà quand j'étais allé voir le film en salle, et qui me ressaute au nez quand je le revois, c'est que l'intrigue qui tourne autour d'une personne qui fait partie d'une organisation et qui est désavouée et pris en chasse par ses collègues, en général, dans une franchise, ça arrive au 4e ou au 5e épisode. C'est quand tu veux relancer un truc, c'est un grand classique. Coucou James Bond. Par exemple, mais faire ça sur un épisode 1, je trouve que c'est un peu étonnant. Mais il faut le faire tout le temps, de toute façon. À part dans le 2, je crois. Et c'est ça, c'est que dans son entièreté, la série va un peu en pâtir d'avoir tout de suite levé cette option que normalement tout mon scénariste se garde au chaud un petit peu, parce que c'est un ressort scénaristique qui est très classique. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu surpris. Et dans les autres remarques d'ordre général par rapport au film, on note qu'on a un film qui est quand même très prudent. Alors on l'avait déjà dit avec la série où on prenait grand soin de pas donner le nom des pays, etc. Mais on a tout de même une histoire d'espion qui prend bien soin à nouveau de ne fâcher personne. Alors là, ça doit être le producteur qui parle, ça va être distribué partout, mais on a donc une intrigue qui tourne autour d'une liste à récupérer et avec comme donneur d'ordre un marchand d'armes, quoi. On a un truc qui est tentaculaire, mais on va surtout prendre bien soin de ne nommer personne, de ne viser aucun pays particulier, et c'est comme dans la série, du coup. Comme dans la série, mais dans la série, on inventait un nom, tu vois, à la limite. Là, c'est même pas ça. Il n'y a pas d'implication gouvernementale ou d'intérêts nationaux contraires ou de choses comme ça. On est dans des ennemis qui sont... c'est un peu flou, c'est un peu tentaculaire, mais on prend bien soin de ne fâcher personne avec ce premier film, quoi. Ça peut se comprendre, mais c'est toujours un petit peu rigolo quand on est dans une histoire d'espionnage. De voir qu'on espionne qui, c'est des méchants, quoi. D'autant plus que là, c'est le méchant, au final, c'est quelqu'un de l'agence. Donc c'est vrai que c'est lui, voilà, au final, qui... C'est ça. Mais à mon avis, c'est un calcul. Là, je me mets à la place on lance un truc, on va le sortir dans le monde entier, il faut qu'on fasse des millions de dollars, ce qui a été le cas. C'est un carton, le film. Ouais, ça a très bien marché. Même les méchants traditionnels, on va dire... là, même pas, non, rien. On en rediscutera quand on va évoquer vraiment notre avis sur le film, et moi je trouve que justement c'est logique, presque par rapport à ce qu'ils veulent faire, mais on en parlera plus tard. Alors j'aimerais, Ron, parce que tu as envie de parler, là je sens que t'es motivé, t'es au taquet, et on a parlé de Brian De Palma, donc le réalisateur qui a été sélectionné pour faire Mission Impossible. Est-ce que ce réal qui est très connu pour le suspense, qui est majoritairement fait une carrière quand même relativement respectée et très respectable dans les années 70-80, est-ce qu'il arrive, parce qu'il aurait dit qu'il avait fait ça pour avoir un succès au box-office, principalement Brian De Palma, est-ce qu'on retrouve son style? Est-ce que grâce à lui, Mission Impossible sort grandi, justement? Alors la réponse est oui et non. Parce que le film est structuré, à mon sens, en 3 parties qui sont bien distinctes. On a la première partie qui va aller jusqu'à la mission foirée. On a la deuxième partie qui, en gros, va aller jusqu'au braquage de la disquette. Et on intègre le braquage de la disquette. Et on a la troisième partie qui est l'affrontement qui va jusqu'au TGV. Dans les 2 premières parties, là, la patte de Palma, elle est tellement là. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Le film s'ouvre sur une mission qu'on voit à travers un écran. Une des thématiques très récurrentes chez De Palma, de l'image qui ne donne pas forcément
un aperçu de la réalité. C'est un truc qui traite sans arrêt, en fait. Alors, ce sera son film d'après, le plus emblématique là-dessus, avec Snake Eye, mais il l'a fait beaucoup déjà par le passé. Et d'une façon générale, et c'est là où c'est un des éléments qui, à mon sens, fait qu'on peut faire appel à De Palma sur ce film, c'est que c'est logique. Dans toute sa filmo, De Palma, il va jouer sur cette logique des apparences trompeuses. Et Mission Impossible, ben c'est ça, quoi. On est sur des apparences trompeuses. Du coup, c'est sûr que sur toute cette première scène, on est dans du De Palma pur jus. On va énormément passer à travers les écrans pour voir les choses, jusqu'à la mise en scène de la mort de Phelps qui se fait à travers un écran à nouveau. C'est des ressorts qui lui sont propres, qu'il maîtrise parfaitement. Donc on est en terrain connu et oui, sa patte, elle est bien là. Dans la deuxième partie, là aussi, on va trouver un truc qui est propre à De Palma. Et je pense aussi que, à nouveau, c'est assez logique qu'on ait pensé à lui pour ça. C'est qu'une de ses grandes spécialités, c'est dans sa narration de décrire des événements où il va y avoir plusieurs actions qui se déroulent en même temps. Et c'est exactement ce qu'on a dans la deuxième partie, en particulier dans le braquage de la disquette. Je vous le dis tout net, cette scène pour moi, enfin cette deuxième partie jusqu'au braquage au centre du CIA, pour moi, elle est parfaite. En fait, je vois pas de défaut dans cette partie. Je fais une parenthèse dans ce que tu es en train de dire, mais elle a tellement marqué les gens que tu l'as vu en parodie, mais dans tellement d'œuvres ou de dessins animés. Elle a vraiment marqué les gens. Il y a un gros travail, tu l'as dit, au niveau de la réal et de l'image, mais il y a un énorme travail au niveau du son, parce que le fait, justement, qu'on ait cette particularité qui fait qu'il y a un détecteur sonore et qu'ils ne doivent pas faire de bruit, le travail de son, quand tu écoutes le film au casque, que j'ai fait là pour préparer l'émission, c'est fantastique. Très, très beau. Et il n'y a pas de musique dans cette séquence-là. Hein. Toute la séquence de vol, il n'y a pas de musique. Et il y a Xavier qui dit que c'est une citation de Jules Dassin, justement, donc le film qui avait inspiré la série d'origine. Tu vois, c'est des petits rappels. Merci beaucoup. Ouais. Et je pense que cette scène, elle est vraiment intéressante par rapport à De Palma, parce qu'en permanence, on va avoir des actions multiples. En fait, on a 3 unités d'action qui se déroulent en même temps. On a Tom Cruise qui fait le cochon pendu, là, avec ce qui peut lui arriver. On va avoir Jean Reno dans le conduit qui va avoir lui aussi ses petits problèmes. Et on va avoir notre fameux technicien qui a des problèmes avec ses intestins, qui va faire des allers-retours. Et on sent quand on regarde cette scène que Tom Cruise, il a tapé sur l'épaule de Palma et il fait non, pas de split screen, ça se fait plus. Mais en vrai, bien sûr que ça aurait pu. En plus, moi je le regrette même un tout petit peu parce que ça aurait été dans l'esprit de la série à mon avis. Mais ça a été compensé par une science du montage qui est absolument géniale sur cette scène où c'est très très rythmé de l'un sur l'autre et c'est compensé par des plans qui sont magnifiques qui vont intégrer 2 niveaux d'action en même temps. Il y en a beaucoup dans la scène où Tom Cruise est suspendu, où il va jouer sur la plongée et la contre-plongée pour qu'on voit à la fois ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut, façon d'intégrer 2 éléments d'action qui sont concomitants. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique. Quoi. Ouais. Il fait presque la même chose avec le technicien et Jean Reno, parce qu'en fait, la manière dont sont filmées les mains de Jean Reno, ce qui se passe avec le rat, l'autre où donc tu as la caméra qui le suit dans les toilettes en passant par au-dessus. Il y a vraiment tout cet aspect-là, justement, de plongée, de contre-plongée, qui est omniprésent dans les scènes, qui te guide, comme si, justement, tu étais aussi cette caméra qui passait d'une scène à l'autre. C'est super bien fait. Ah, c'est vraiment du grand art. Et là, on est... c'est ça que tout à l'heure, je disais que De Palma, on y a pensé pourquoi. Bon, moi, je me dis que forcément, on y a aussi pensé pour ça. Les actions concomitantes, c'est un classique de Mission Impossible. Et ça, on a un mec, on sait qu'il sait très bien les gérer. Donc, c'était plutôt une bonne idée de faire appel à lui. Et puis, il y a cette 3e partie, où là, on va gentiment se diriger vers l'action. Et malheureusement, à mon sens, on est plus en pilote automatique là. On a quelque chose où retrouver le style de De Palma, j'ai un petit peu de mal. On a les grosses scènes qui vont s'enchaîner à partir de ce moment-là, mais le film est déjà bien avancé. Hein, c'est la dernière 20 minutes. Hein, ouais, c'est ça, c'est les dernières 20 minutes. Là, je me dis, il a bossé sur le storyboard, mais c'est plutôt les effets spéciaux qui mènent la danse. Ouais. Parce que je vois pas de marque de réalisateur. Ça veut pas dire que c'est mal fait. C'est bien fait, en fait. C'est pas la question. Mais c'est classique. Voilà, c'est classique. Si on regarde que cette scène-là, c'est difficile de se dire, ça, c'est du De Palma.
Ouais, Non, j'y crois, à la j'y crois pas rigueur, trop. sans exagération, je trouve qu'on retrouve plus la patte de Tom Cruise Oui, oui. C'est ce que je pense aussi. que celle de Palma. Tu vois, jusqu'au à la fameuse pale d'hélicoptère qui s'arrête vraiment juste devant son cou. Ouais, Là, ça, c'est un peu too much. Ça, c'est le genre de signature que tu vas retrouver pas mal de fois dans la série des films, que ce soit avec des couteaux, que ce soit avec des trucs. Enfin, il y a toujours le moment donné où c'est vraiment quelque chose qui est dans le fonctionnement de Tom Cruise et des choses qu'il a envie de mettre en avant. Ça, je pense que c'est vraiment les idées qu'il a imposées. Je pense qu'il a imposé une grosse scène d'action pour terminer, parce que c'était un peu la mode des films d'action de l'époque, et qu'il fallait rajouter quand même, histoire de terminer sur une touche explosive. Voilà, la grosse. Non, mais ça va, c'est très crédible. Franchement, un hélicoptère qui explose dans un tunnel où il ressort pas cramé, franchement, je trouve ça super. Moi, je t'avoue que. Moi, je prends le RERB, ça arrive. Hein. C'est rigolo. Enfin, voilà, moi, le truc, c'est que c'est rigolo, mais c'est qu'on n'est pas dans ce film-là, ce qui est dommage, effectivement. Bah, ça fait pareil, on avance un petit peu, mais. C'est vrai que tu sens plus du tout ce sens du détail qu'on avait jusqu'à maintenant, où vraiment le truc était vraiment timé, nickel, le suspense, tout ça. Et à partir du moment où ils arrivent, ils montent sur le train, parce que la partie d'avant, t'avais encore un petit peu ce jeu de chat et souris avec les masques, etc. Je trouve que c'est vraiment peut-être le dernier quart d'heure, où à partir du moment où Jim et Ethan montent sur le TGV, c'est là où ça part un peu plus en cacahuète, quoi, où on va voir l'hélicoptère, tout ça. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, je repense à la photographie de Stephen Barham qui je trouve est magnifique sur les deux premières parties du film. Ouais. Il y a vraiment que ce soit dans la colorimétrie, que ce soit dans le grain. Il y a même quelque chose au tout début où tu as presque cette sensation de dire « Ah, c'est marrant, je suis en train de regarder Mission Impossible sur grand écran », dans le sens où il y a vraiment, avec le film, une sorte de continuité en fait, que j'aime beaucoup. C'est une volonté, en fait, dans le school. Tu le perds complètement dans la troisième partie où les effets spéciaux, en fait, les explosions, tout ça. C'est pas le choix, je pense. Peut-être, probablement. Mais du coup, c'est vrai que cette troisième partie, elle est moins agréable à l'œil, je trouve. Mais par contre, ça se tient quand même, je trouve, techniquement. 96, non, mais c'est là-dessus, parce que tu as quand même certains films qui vieillissent très très mal. La question que tu posais, c'était par rapport au réalisateur, mais ça veut pas dire que la scène est mauvaise, en fait. Oui, elle se tient, hein. Ça se tient pas mal. On est plus sur un climax de film d'action classique, c'est ce qui nous écarte d'un seul coup. Ce qu'Arnaud de Heroina nous dit, c'est qu'on est vraiment sur un climax de classique, on va dire même moyen bof James Bond, quoi. Tu vois, c'est vraiment le genre de truc qu'on aurait eu. Je vais dans son sens. En James Bond. D'ailleurs, juste pour la petite blague, donc on parlait tout à l'heure de la fameuse séquence du vol qui a été parodiée. Donc il y a Poker qui évoque le détonateur avec Leslie Nielsen. Et il semblerait que même dans H, c'est été parodié à un moment donné. Alors, j'ai plus le souvenir, j'avais regardé à l'époque, j'ai plus le souvenir. Mais donc ça a vraiment marqué énormément. Donc, peut-être même dans un dessin animé DreamWorks, ça a été refait aussi. Enfin, ça a été fait dans millions. Les Simpsons, tu le fais millions de fois. Est-ce que tu commences à creuser Donc voilà, donc tu as évoqué donc, la mise en scène de De Palma, donc on est d'accord effectivement que c'est dans la globalité, clairement il apporte quelque chose sur ce Mission Impossible, quoi. Et c'est clair que là je repense à la séquence de vol, je l'ai regardé encore tout à l'heure avant pour préparer l'émission, vraiment quelques séquences clés comme ça que je voulais revoir, et elle est tellement précise. Il parlait d'orfèvrerie tout à l'heure, Xavier. On est vraiment sur une séquence, tu sens qu'elle a été travaillée, mais à mort, quoi. Mais même pour rebondir sur ce que disait Ron tout à l'heure, et je crois que tu l'as évoqué aussi, Creepers, la scène où il explose l'aquarium, c'est pareil, le mouvement, la manière dont il se cache et qu'il passe sous la table après, enfin toute cette scène d'action, finalement, parce que c'est une scène d'action à ce moment-là. Même les dialogues, pour moi, c'est carrément une séquence d'action. Je la trouve excellente. Elle est très très bien réalisée. Ouais. Alors effectivement, c'est moins flagrant, moins entre guillemets tape à l'œil que la scène du braquage, parce que cette scène elle est tellement emblématique que c'est difficile de passer à côté. Mais franchement, je la trouve géniale cette scène. Ouais, je la trouve. Puis un aquarium qui pète, encore un aquarium qui pète, je suis content. C'est pour ça que j'aime bien L'Arme Fatale 2, par exemple. Dès qu'il y a un aquarium qui pète, l'effet reste saisissant avec la fameuse phrase « Vous ne m'avez jamais vu quand je m'énerve », qui est vraiment top. Je trouve que ça conclut parfaitement bien la séquence avec le chewing-gum qui est balancé. Ouais, c'est un peu pompé sur Hulk, ça, mais bon, c'est pas grave.
grave. Et en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes préférées d'ailleurs du film. Je trouve vraiment cette confrontation entre les deux, entre le personnage de Ethan qui se rend compte qu'on s'est un peu foutu de sa gueule et l'autre en face qui tente de le rouler. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est que t'as Ethan qui lui arrive avec toute sa sincérité. Il vient de perdre toute son équipe, donc il est pas du tout dans la problématique de on est en train d'essayer de m'enfumer. Alors que l'autre, il part du principe qu'il a en face de lui l'ennemi. Et ils sont pas du tout sur un rapport d'équité en fait en termes de communication. Non, l'autre, tu sais qu'il veut lui faire à l'envers. Et ce qui est marrant, c'est que dans la séquence, tu le vois mettre des petits coups d'œil à gauche, à droite. Il commence à se rendre compte qu'on se fout de sa gueule. C'est ça qu'on parlait de Tom Cruise dans le film. Et je trouve que dans la toute première partie, où il est vraiment vénère et vexé, je trouve qu'il le joue super bien. Tu vois, où il est claqué, où il arrive et il est vraiment vénère, il se rend compte qu'on se fout un peu de sa gueule et il commence à voir que voilà, à gauche, à droite, on se moque un petit peu de lui et il y a vraiment une évolution de la tension qui se fait de plus en plus jusqu'à cette explosion de colère. Tout à fait. Il vient de perdre son père spirituel. Tu le ressens vraiment, je trouve. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, on parle là des moments top, on a fini de parler de Brian De Palma, et au niveau des moments top, on a évoqué donc, la fameuse séquence de vol, on a évoqué aussi la fameuse séquence de l'aquarium. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans le film qui vous semblent sortir du lot ? Oui, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Je pense que là, peut-être on va se rejoindre avec Ron. C'est effectivement le personnage d'Emmanuel Béard qui, à certains moments, en fait, me pose problème. Oui. Il y a, tu vois, moi, je peux concevoir que une fois que j'ai digéré mon truc, que Jim ce soit le méchant. Pas de problème. Le mec qui veut des thunes. C'est un problème quand même, je trouve. Hein. Non mais ouais. on part du postulat. Ça, on va revenir dessus. On part du postulat que c'est crédible. Il a fait ce choix après tant de carrière. Ça lui convenait plus. Il veut passer à autre chose. Très bien. Qu'il ait réussi à convaincre sa femme. Bon, déjà, c'est un peu plus compliqué, etc. Mais qui pousse sa femme dans une espèce de jeu malsain à draguer Ethan. À coucher avec pour être sûr en fait qu'il lui mette complètement à l'envers. Là, on n'est même plus dans le malsain, c'est-à-dire que là il a vraiment envie de faire du mal à Ethan et on comprend pas parce que autant on peut comprendre qu'il ait du mal avec la firme qui s'est dit j'ai bossé pour rien, j'ai une retraite de misère alors que les méchants ils sont blindés de thunes, mais pourquoi faire du mal à Ethan, pourquoi faire du mal au mec à qui il a tout appris? Là pour moi c'est gratos en fait, je n'ai pas compris en fait ce truc là. C'est gratos, c'est tellement bateau aussi. Oui, c'est bateau aussi. C'est le gars, il a fait des missions parfaites pendant des siècles. Justement, il sait très bien que la plupart des gens, ils se font des thunes tout le temps, et d'un seul coup, il se rend compte qu'il est mal payé et que le monde change. Enfin, ça. Il a mis 30 ans sur tout le monde. En plus, il les tue de manière super froide. Enfin, tu vois, c'est devenu limite un serial killer, le gars. Enfin, c'est assez étonnant. La gueule de sa retraite de misère. Tu vois, la vie d'espion, ils se tapent des vacances partout dans le monde. Ils ont des super hôtels, etc. Je pense qu'ils sont correctement payés, quoi. Ouais, c'est la façon dont c'est amené, honnêtement, voilà, pour moi, c'est un des plus gros problèmes que j'ai. Parce que après, moi, je vais. Bon, on en parlera tout à l'heure. On va trop vite. On a envie de dire ce qu'on pense du film. En fait. Donc, je vais prendre une scène, moi, que j'aime bien aussi, qui est hors les scènes emblématiques qu'on a évoquées. Donc, voilà, je l'ai assez dit. Hein. Pour moi, tout le cœur du film, ça touche à la perfection en termes de réal, de rythme, de suspense. Mais il y en a une que j'aime bien, qui est peut-être un peu plus anodine, mais qui m'amuse. C'est la séquence qui arrive juste après le braquage, quand Ethan Hunt fait ses petits tours de magicien avec sa disquette pour faire tourner en bourrique Jean Reno. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que au moment où elle arrive, elle fait du bien, cette petite scène. Et parce que c'est plus léger. Et puis, ça nous met ce côté que Ethan Hunt, il peut aussi s'amuser des situations. Tu vois, est-ce qu'on retrouvera après ? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec Je dirais que c'est un chouïa, si tu me permets, un chouïa plus subtil que ça, dans le sens où Ethan, il a quelque chose à prouver à ce moment-là. C'est pas juste je me fous de ta gueule, parce que c'est pas juste ça. Il est vraiment en train de lui dire aussi prends-moi au sérieux, et la manière dont le personnage de Jean Reno est présenté, il fait peur. Ouais. Tu sens que le mec il peut être violent. Tu sens que le mec et Ethan n'est pas alors contrairement aux films les films qui vont suivre, t'as pas l'impression que c'est le mec non plus. C'est pas le meilleur boxeur du monde, c'est pas Jackie Chan. Le fait de se foutre de sa gueule, justement, de jouer avec les trucs, de lui mettre devant le pif. T'as vu, elle est là, tu la veux. Il cherche la bagarre, et il y a une tension dans cette scène là, je trouve, qui est même encore
plus juste tiens je m'amuse, je me fous un peu de sa gueule. Et surtout qu'il a pas, non mais il a pas le choix parce qu'il a vraiment les codes. Parce que ça le truc, c'est que là la façon de faire non mais bien sûr, c'est génial. On aurait pu la faire autrement. Mais c'est là où je te rejoins, Sébastien, mais que effectivement ça va au-delà de ça, parce que là tu as un jeu où il va se positionner comme le dominant dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Exactement. Il est là, c'est lui qui est le plus malin. Il a pas peur d'aller à la provoque. Et en plus, en s'amusant un peu de la situation quand même, quoi. Tout à fait. Et il assoit quand même quelque chose parce que l'autre finit quand même par céder en disant si tu te fous de ma gueule, je te tue. Mais il a quand même accepté. Il a dit ok, bon pour l'instant c'est toi qui as la disquette. Non, c'est une super scène, ouais. C'est une scène que j'aime beaucoup aussi. Je me dis, il y a Xavier XP là dans le chat qui réagit beaucoup. Il connaît bien le film. Hein. C'est limite, tu ferais jamais. Il y a d'autres films de Mission Impossible qui t'intéressent. Tu pourrais venir nous rejoindre et discuter. S'il y a un film que t'aimes bien dans la saga, n'hésite pas à me contacter pour m'en parler. Ça pourrait être sympa de discuter de ça avec toi. En tout cas, ça peut être carrément cool, quoi. Donc au niveau des scènes, il y a d'autres scènes pour vous qui ressortent. T'as cité une que j'aime bien aussi, Erwan. Donc. T'as quand même la scène où tout part en live qui est pareil très bien réalisée parce que tu sais plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. À chaque fois que tu regardes les gens qui s'embrassent dans la rue, il y a de la brume, t'arrives pas à bien voir. Est-ce que c'est des agents, est-ce que c'est pas des agents? Si oui, est-ce qu'ils font partie du camp ennemi ou pas? Et même lui, il est paumé. T'es paumé avec lui et puis il arrive trop tard partout. À chaque fois qu'il veut essayer de sauver un de ses agents, il arrive vraiment, mais pile poil trop tard. Et je la trouve très très bien réalisée cette scène. Je la trouve bien réalisée et je la trouve très belle tout court en fait. Moi, c'est cette séquence-là, je la trouve magnifique entre la brume qui arrive sur la fin, de la séquence où tu vois vraiment qu'ils sont étouffés par tout ça et c'est très très beau. Vraiment la façon dont c'est filmé aussi dans l'hôtel, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment très cool. Et Ethan est vu comme vraiment un être humain, alors que tu as toujours l'impression dans les autres films presque qu'il a un coup d'avance sur tout, mais alors que là quand il les a au téléphone et sur le moment il a besoin de dire qu'ils sont morts, en fait il pète un câble. En fait, même limite s'il avait quelqu'un au téléphone qui n'était pas au courant de tous les détails, le mec il comprend pas, il dit attends, waouh, vous êtes qui, c'est quoi, pourquoi ils sont morts, de quoi vous me parlez? Puis ils sont déstabilisés parce que généralement on a l'habitude que Mission Impossible ça marche. Les missions elles réussissent, voilà, c'est hyper bien huilé, tout se passe bien. Et c'est avec des gens efficaces. Quand ils pensent, la seule façon de ne pas faire fonctionner une mission de Mission Impossible, c'est que l'un des membres parte en cacahuète au final et que justement ça mène un petit peu à leur perte. Mais c'est toute la séquence là, moi vraiment la toute première partie du film, je la trouve, tu disais tout à l'heure Ron, impeccable. Et vraiment, cette première partie, je la trouve impeccable. Déjà parce qu'on ne sait pas que certains persos vont un peu servir à rien au final et qu'ils ont tous leur importance à un moment donné dans cette séquence-là. C'est ça, ils sont tous présentés, ouais. Et on est vraiment dans la façon de fonctionner de la série, puisqu'on va avoir le plan, on va avoir la sélection de l'équipe, on va avoir la mise en place, on va avoir la conclusion. Sauf qu'on n'aura pas la conclusion habituelle. C'est-à-dire que là, ça va partir en cacahuète. Mais surtout, visuellement, je la trouve sublime. Et c'est ça que j'ai lu 2-3 trucs, et moi, je ne suis pas non plus un grand expert de films vraiment très très anciens non plus. Mais tu sens cette volonté d'avoir quelque chose qui fait très old school, vraiment pour rester dans le timbre de la série. Et on est dans le film noir. Au moment où ça pète, on va partir vers autre chose. Et tu sens qu'on est vraiment dans le film noir, effectivement, comme tu dis. Et la photo, je la trouve sublime. Prague est magnifiquement filmée. Ouais. La nuit, ça ressort super bien. Les jeux de lumière et tout, c'est incroyable. Et je rebondis sur ce que disait Ron tout à l'heure, et là, pareil, je vais complètement dans son sens. Là, ça définit bien les trois parties du film, parce que à chaque fois, elles sont vraiment filmées de manière différente, et elles proposent presque une intrigue différente sur chacune des parties. Et cette première partie, vraiment, c'est un hommage, comme tu le dis. Alors, je ne sais pas effectivement dans quelle mesure ça a été exprimé après, mais en tant que spectateur, tu ne peux pas ne pas voir tous les films de policiers de l'époque, ne serait-ce que dans la manière dont le sol est filmé, avec le grain d'eau, avec les reflets, tout ça, avec la lumière, t'es presque dans du noir et blanc à certains moments, c'est superbe. Ah, c'est une première partie qui est vraiment magnifique. Enfin, voilà, moi j'aime encore beaucoup, je l'ai rematé aussi là, juste avant l'enregistrement, tellement je la trouve jolie. Dans les autres choses emblématiques, Ron, c'est la musique de Mission Impossible. Et là on y vient. Voilà, donc là on a Danny Elfman qui a été sélectionné et je vais te laisser parler donc de la partie musicale.
de Mission Alors, Impossible. c'est assez rigolo parce que je lisais que Silvestri, qui était rattaché au projet à l'origine, a été écarté par De Palma parce qu'il pensait que ça allait être trop mélodique et que ça plairait pas à Tom Cruise. Et là, je me dis, ah bon, bah alors pourquoi avoir pris Danny Elfman, quoi, qui a quand même l'habitude de fonctionner beaucoup avec des thèmes. Et puis, surtout que les deux, tu les as beaucoup retrouvés à bosser ensemble sur des projets de suite ou des trucs comme ça. Silvestri et Elfman, c'est quand même deux mecs alors, qui n'ont pas le même style, mais qui sont capables de se reprendre eux-mêmes. Regarde le boulot qu'ils ont fait sur les Marvel, par exemple, où tu en as un qui reprend le thème de l'autre et qui le retransforme. Il y a des connexions. Ils se connaissent très bien. Voilà, il y a des connexions. Et puis après, en y réfléchissant, parce que on parle souvent de Danny Elfman sur scoring, donc je vais pas redire totalement la même chose. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup de gros thèmes et puis après, il brode un peu autour dans ses BO dans l'ensemble. Et en écoutant j'ai donc écouté attentivement le score de Elfman, et du coup après j'ai revu le film en étant plus attentif à ça. Et travail assez surprenant, parce que finalement il a bien écouté le cahier des charges qu'on lui a donné, parce que oui, sa musique est peu mélodique sur le score de ce qu'il a fait. Il a fait une musique qui est finalement très illustrative, mais avec un cahier des charges qui manifestement était quand même très précis, pour donner un certain sentiment à la vision. C'est-à-dire que déjà, le fait que ce soit illustratif, elle est aussi relativement discrète. C'est qu'il y a beaucoup de musique dans le film, mais qu'on l'aperçoit assez rarement quand on regarde le film. Mais ce qu'il va faire, par contre, c'est qu'il va faire une bande originale où il va s'appliquer du début à la fin du film à aller picorer sur les thèmes de la série télé d'origine. Voilà. Et c'est très très malin. Parce qu'il y en a quelques-uns qui reprennent de façon littérale, mais en version un peu plus ample. Tu sais, c'est comme quand tu as Final Fantasy VII qui est repris par un orchestre. Quoi. C'est une réorchestration. C'est ça. C'est juste pour voir qu'on est passé en mode cinéma. Donc, tu as les trucs comme, on entend The Plot de mémoire, qui est repris. Voilà, le morceau dont on parlait lors de la première émission, en fait, qui est vraiment le thème d'intrigue. Et évidemment, le thème principal qu'on va entendre décliner à plusieurs reprises. Mais il prend des tout petits bouts, en fait. Il va prendre des tout petits bouts et des tout petits rappels. Donc, ça va juste être un... Ouais, pas plus. Donc, c'est assez malin parce que c'est à la fois illustratif et à la fois, t'es un peu comme des chaussons quand tu connais Mission Impossible. Ça joue un peu sur l'inconscient. T'as la connexion qui se fait avec Mission Impossible. Ça marche aussi sur les instruments, où il va jouer beaucoup sur les rythmiques, qui était un classique de la série télé, là où on va voir les tic. Voilà, beaucoup de petites percussions, en fait. Exactement. Et c'est, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, à écouter tout seul, on va pas se mentir, c'est pas palpitant. Voilà, c'est pas palpitant du fait qu'il y ait beaucoup de morceaux illustratifs. Mais par contre, c'est malin comme travail. C'est quelque chose qui a quand même été manifestement très pensé, et je pense qu'il avait un cahier des charges qui était quand même pointu sur ce qu'on lui demandait de faire. Ça se sent pratiquement dans ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est du bon boulot. À écouter comme ça, pas forcément, mais ça apporte la couche nécessaire pendant qu'on regarde le film pour vraiment faire le lien entre ce qu'on regarde, et pour ceux qui étaient familiers avec la série, et puis finalement tout le monde connaissait quand même les musiques, on l'avait dit dans la première émission, on a ces petits rappels qui font que tu sais où t'es, en fait. T'es jamais perdu avec ça. Alors, à savoir que pour l'OST, tu as eu deux éditions différentes, donc une qui est une sorte de synthèse finalement dans les thèmes que tu vas avoir dans le film, et une qui est la version qui a été enregistrée pendant les séances d'enregistrement, donc qui sont où ça prend plus de temps et avec moins de montage, mais dans les deux cas de figure, tu as certains thèmes qui vont plus ressortir que d'autres, ce que tu exprimais tout à l'heure, Rhône. Il y a des moments effectivement clés où tu dis « Ah, ça », et puis le reste du temps, effectivement, tu as de la musique qui est finalement relativement douce, qui donne un certain rythme, à certains moments où tu as presque l'impression d'entendre finalement l'horloge, le stress, de te dire tiens, et la tension vient aussi de cette musique qui est en fond derrière, qui donne ce fameux rythme. En fait, il fait beaucoup, comme c'est Héroïna qui m'a appris ça, donc je peux le replacer, il y a beaucoup de Mickey Mouse dans Mission Impossible fait par Danny Elfman, quoi.
Ouais, mais je vais complètement dans ce sens. Et moi, j'aime vraiment bien ce boulot. Et tu as cité le fait tout à l'heure que tu avais les thèmes de la série d'origine, finalement, qui étaient repris parfois en entier, parfois à des petits morceaux, même parfois, effectivement, des tout petits morceaux. Tu disais 3 notes tout à l'heure. Je tiens à dire que Ron n'exagère pas. Il y a vraiment, à certains moments, où tu as juste 3 notes sur un rythme. Tanin, tanin, hop, plus rien. Tananana, un petit peu plus loin. Et moi, j'aime beaucoup ce boulot-là. Effectivement, si jamais vous voulez écouter une OST, pas forcément là-dessus qu'on va se diriger, mais l'OST, elle est faite pour le film. Et tout à l'heure, Creepers exprimait le lien qu'il y avait avec la série aussi. Et là, on l'a parfaitement. C'est-à-dire que la première partie, particulièrement la première partie, c'est vraiment presque un épisode de Mission Impossible, aussi par le biais de cette musique, alors qu'il va mal se passer. C'est le premier épisode que tu vois qui foire, mais c'est un épisode et après, on t'emmène vers autre chose. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup. On a aussi un moment où le thème revient, le vrai thème revient, c'est au moment où tu as une vraie mission qui se met en route, la mission du vol. Au moment de la mission du vol, quand on voit le camion pompier où il se dirige pour faire une nouvelle mission avec une nouvelle équipe, on a la musique de Mission Impossible qui se met en route pour vraiment bien, enfin pour moi en tout cas, vraiment bien expliquer que voilà, on repart vers quelque chose et on a un déroulé de mission classique en fait dans un Mission Impossible. Toi en tant que spectateur, tu l'entends, t'es content d'avoir ça. À ce moment-là, ça te remet un coup de boost. Donc, tout à fait. Là, tu dis ça repart, on va de nouveau avoir quelque chose qui bouge et il te prépare à avoir quelque chose qui est vraiment dans le lien de Mission Impossible classique. Et c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une scène qui marche très très bien. Moi, j'aurais juste deux petites choses moi, qui m'ont titillé quand j'ai revu le film. Sur la musique ou pas ? Ouais, sur la musique. Il y a des moments que je t'aime repris. Il y a des moments que après tu pourras enchaîner, ne t'inquiète pas. Il y a des moments où je trouve que c'est trop héroïque. Il y a 2 séquences, je pense à 2 séquences qui se terminent sur l'action. Le moment où il va sauter vers l'hélicoptère, t'as un moment qui est très très héroïque, mais un petit peu genre poète, vraiment très l'héroïque qui n'a pas, ça n'a pas à être là. Je trouve vraiment c'est presque. Je réservais ça quand on allait parler de la fin, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, je pense que Ron doit penser la même chose parce Donc je trouve que ça marche pas du tout dans ce moment-là. Et il y a aussi la fin, au moment où il saute, l'aquarium explose, machin. T'as aussi une musique qui est très poète héroïque, je trouve, au moment où il s'en va. Moi, je trouve que celle-ci, elle passe. Ouais, c'est moins forcé. Celle qui m'a le plus choqué, c'est celle de vraiment de la fin avec l'hélicoptère. Et là, je t'en rejoins. Ça marche pas, quoi. Celle de l'aquarium, on est effectivement à la limite, mais il y a quelque chose qui, de par ce qui est en train de se jouer, de par ce qui s'est joué, etc., je trouve qu'il est presque naturel. Alors que dans la toute fin, entre les effets spéciaux, la musique tonitruante, ça marche pas du tout. Le fait que t'aies Tom Cruise qui arrive comme ça en volant sur le TGV qui en plus vient de piler, donc gravité, je m'en bats les couilles, frère. Je trouve ça vraiment too much qu'on n'avait pas forcément avant, et justement c'était plus discret et au moment où il fallait ça revenait vers l'action, mais pas non plus de l'action de blockbuster classique. Là on a vraiment cette musique qui nous rappelle que voilà, là on est dans le boom boom, quoi, et c'est l'héroïque boom boom. Donc là c'était un peu dommage d'avoir cette espèce de thème Ethan Hunt est un gros héros, regardez, c'était un petit peu dommage. Et pourtant tu reconnais le style de Danny Elfman derrière. Complètement, oui. Et puis on a le thème, ça va être un peu une récurrence sur les films, puisque c'est le truc qui est cool, le thème il est repris, j'aime bien les reprises, de façon diverse et variée. Donc là, c'est nos amis Larry Mullen et Adam Clayton, des gens de chez U2, là, qui habituellement sont plus au percu à la basse, qui ont repris le thème. Donc, et j'ai envie de dire, on est sur une reprise qui est bien de la date de sortie du film. On a un truc qui est un beat beaucoup plus marqué. Toutes les reprises, c'est comme ça à ce moment-là, de toute façon. Et avec une sonorité qui est aussi plus électro, donc on est exactement dans les marqueurs de ce qu'on avait. Moi, je trouve que ça marche bien. Parce que certes, l'interprétation est différente, mais ça reste très respectueux du morceau original, tant et si bien que ça paye même son tribut à la fin du morceau, puisqu'il se termine par les mêmes notes. Ils ont gardé le même tin-din, qui est complètement anachronique à la fin du morceau, que je trouve très rigolo et très sympa, moi, plus retiré des reprises en général. Et je trouve ça marrant de terminer là-dessus. T'entends un truc qui est vachement plus moderne et ça finit là-dessus. Moi, je trouve qu'il est sympa. Voilà, je trouve qu'il est sympa, que ça fonctionne bien. C'est une reprise que j'aime bien, et je le dis pour ce premier film parce que je dirais pas toujours ça sur tous.
J'ai hâte qu'on parle de la musique du 2. Par exemple. Vraiment. Là, ouais, j'aime bien le 2. Voilà, je dis vite fait comme ça déjà, mais la musique du 2, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Alors, on a parlé donc de la musique de Danny Elfman et j'ai bien envie de savoir, Sébastien, comment le film a été accueilli par la critique et par le public quand il est sorti. Eh ben, ça dépend à qui tu poses la question, mais dans l'ensemble, le film, en fait, il est plutôt bien accueilli. Même là, du côté de chez nous, sur les médias français, on exprimait tout à l'heure que les journaux classiques, par exemple, parlent pas forcément beaucoup de cinéma. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-dessus et que de temps en temps, surtout quand tu as un truc français, on voit débarquer. Et ils ont parlé de Mission Impossible à l'époque. C'était quand même pas rien. Ça veut dire qu'il y avait quand même. Il y avait quand même quelque chose qui arrivait derrière. Et le retour qu'on a eu à l'époque pour les spectateurs était plutôt pas mal. C'était une prise de risque de reprendre une série comme ça qui était quand même emblématique, qui avait marqué les gens. En tout cas, sur le sol français, ça s'est plutôt bien passé. Aux États-Unis également, les chiffres aux États-Unis sont juste hallucinants. Le film a très très bien marché. Donc le retour, il est plutôt positif. Après, effectivement, tu auras toujours des critiques français qui vont mettre en lumière le côté blockbuster qui est bas du front. Mais comme il y avait quand même Brian De Palma derrière, je pense que ça a joué sur le fait que le film soit, même s'il y a une grosse scène d'action, le film soit bien accueilli quand même. C'est toujours plus difficile de critiquer un réalisateur que tu aimes bien et d'arriver de faire la fine bouche, même si le film t'a pas plu. Alors c'est la problématique, je pense, de certains, et je ferme ma parenthèse, c'est la problématique de certains critiques en France, c'est que tu as des gens qui aimaient bien Brian De Palma mais qui aimaient pas Tom Cruise, et entre les deux, c'était un petit peu compliqué en fait d'arriver et de dire ce qui est bien mais pas top. J'adore le film, mais je déteste le rôle de Tom Cruise. Après, le succès du film est j'allais dire, je sais pas si ça a vraiment du sens de dire ça, mais est supérieur à la critique qui en a été faite globalement. La critique, elle était plutôt moyen plus, on va dire. Ce qui est déjà pas mal, hein. Elle était moyen plus, alors que le film, lui, par contre, c'est un carton. Ah oui, c'est plus de 450 millions de dollars dans le monde, avec l'inflation, c'est un gros succès. Ah oui. Et ça que Xavier dit, au niveau de la France, il y avait quand même des choses effectivement qui permettaient de sauver un petit peu le truc. Il y a Emmanuel Béard, il y a Jean Reno, il y a le TGV, il y a quand même des trucs qui sont faits pour nous faire un petit peu du coup, pour dire voilà, il y a un petit peu de la France. Je pense que ça a joué dans le fait qu'on en ait parlé dans les médias traditionnels français. Ouais. Parce qu'Emmanuel Béard a quand même surtout une vision de cinéma d'auteur en France, plus que de gros films d'action ou de comédie ou de trucs comme ça, quoi. C'était comme ça que c'était vu. Comme Jean Reno, Godzilla, Les Visiteurs, enfin je veux dire vraiment. Complètement, l'opération Cornet de Beef, c'est le haut du panier, quoi. Et donc gros carton, donc je l'ai dit, plus de 450 millions de dollars au box-office mondial. Donc Tom Cruise, c'est plutôt banco pour lui. On est sur une affaire qui roule. Et non seulement il est sur un carton monumental et qui va encore une fois asseoir son succès dans le monde entier, ce qui va encore une fois assurer son statut de star interplanétaire. Voilà, c'est vraiment une grosse vedette. Et donc première production, gros succès. Donc au niveau de l'investissement, c'est un petit peu la classe pour lui. Et donc il va quand même se créer un rôle de franchise. Et c'est un peu une première pour lui, même si pour l'instant, on parle pas forcément de suite, mais on est sur un truc qui va se dérouler plutôt bien pour lui, quoi. Mais avec une approche intéressante, c'est qu'on part sur une franchise, le concept s'y prête, mais on n'est pas encore de cette habitude assez désagréable qu'on rencontre trop de nos jours, c'est qu'on a un film qui est complet. Ça peut s'arrêter à Mission Impossible 1, et bien c'est ok. On a un film qui a une vraie fin, qui est construit avec un début, un milieu, une fin qui raconte une histoire complète. Et d'ailleurs, ça a été pensé comme ça, même ensuite avec les épisodes suivants. Et franchement, moi, je trouve ça très appréciable. À l'époque, on vérifiait déjà qu'un film fonctionne pour voir si on mettait en production dessus. D'ailleurs, je fais un clin d'œil parce que il y a sur la série des Matrix, il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal avec le deuxième et le troisième épisode, alors que le premier épisode souvent est encensé. Les sœurs, enfin à l'époque, les frères Wachowski, quand ils ont écrit leur truc, ils ont vraiment écrit une trilogie. Et quand ils ont proposé leur projet, ils ont dit voilà, nous on voudrait que le premier film s'arrête là, etc. Et les studios ils ont fait écoutez, vous êtes bien gentils, mais on va déjà en faire un. Et puis après, on voit comment ça fonctionne. Et le film a été réécrit finalement pour se suffire à lui-même. Et je pense que
il a bénéficié de ça quelque part. Mais sans doute. Alors qu'il n'aurait pas été produit comme ça si jamais on avait écouté les auteurs à la base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais de Marvel tout à l'heure, on a pris cette habitude de regarder finalement des séries sur grand écran, mais pour citer De Palma, parce qu'on parlait du tout à l'heure, où il disait, pour moi, ça c'est pas du cinéma, je peux comprendre cette vision de ce qu'il dit, dans le sens où tu peux dire que quand tu fais un film, le film doit se suffire à lui-même. C'est-à-dire que le spectateur, il n'a pas besoin d'avoir un bagage avant pour comprendre que tel personnage, en fait, dans tel autre film, il a fait ça. Et après, si tu acceptes le concept, moi je sais que je vais voir tous les Marvel, je ne me plains pas, je suis pas du tout en train, mais je sais que c'est une série que je vais voir sur grand écran et pas des films qui se suffisent en eux-mêmes. Si jamais tu vas voir juste Ant-Man machin tout seul, il te manque ce qui s'est passé dans Avengers. Voilà. Et c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que ça leur posera un problème à un moment ou à un autre parce que aujourd'hui, rattraper le MCU, ça pose déjà problème. Là, ça commence à caler. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Et là, ce qui est bien dans Mission Impossible, et ce que tu disais, Ron, c'est que le film, c'est un film. C'est ça. Et pourtant, il y avait une volonté de base de Paramount de lancer une franchise, enfin de lancer en tout cas une saga machin à la James Bond, mais après James Bond, ce qui était bien aussi, c'est qu'à chaque film, t'avais, sauf les derniers où il y avait une continuité, mais c'est vrai que le fait d'avoir un film qui se suffit à lui-même, ça fait du bien, quoi. Et le dernier Mission Impossible, c'est coupé en deux, tu vois, ça commence déjà à avoir... C'est pour ça que je couinais un peu quand ça avait été annoncé en deux. Et là, moi, je trouve que, alors on est dans les années 90, et c'était la façon de terminer un film pour prendre la température, tu finis ton histoire, tu fais une légère ouverture à la fin, c'est comme quand tu vois le reflet de Freddy dans la mer à la fin du film pour te dire si ça a marché, il y en aura un autre, quoi. Ouais, puis en plus c'est une fin qui est logique par rapport à la série. Mais ça se tient, quoi. Le truc se tient et moins de 2 heures, une bonne unité. 1h50 et quelques, on est sur 2 heures de film, c'est voilà, on s'ennuie pas. Il y a quand même un rythme de dingue, je trouve, dedans. Donc on est sur quelque chose qui, voilà, c'est normal qu'il ait été bien accueilli, bien suivi. Enfin voilà, en tout cas carton plein pour Tom Cruise qui va enchaîner, encore une fois, après il va enchaîner avec Eyes Wide Shut, qui va lui prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Et beaucoup d'énergie aussi. Beaucoup d'énergie, tout à fait. Qui lui aura peut-être coûté son couple. Ça, ça lui a sûrement coûté son couple, ça c'est clair, quoi. Mais c'est une autre histoire qu'on évoquera peut-être dans le Top Cruise ou dans d'autres choses, Motley Crue, Vote les Cruise, voilà, on verra bien. Alors, où on en est ? On vient de parler de l'impact du film. Est-ce que tu veux évoquer l'influence qu'a eu éventuellement Mission Impossible sur les films du genre d'action et d'espionnage qui ont suivi après la sortie du film ? Sébastien ? Je me posais la question de savoir. Bon, écoute, pourquoi pas ? Alors, je dirais parce que, en fait, il y a eu quand même pas mal de films qui ont suivi derrière. Je pense, et on en parlait tout à l'heure, que au-delà de la manière de filmer de Palma, qui, on l'a dit, il y a vraiment une empreinte. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui est réellement énormément marqué des films qui sont arrivés derrière. Par contre, les scènes d'action, même les plus maladroites, c'est-à-dire même les dernières, même la dernière avec le TGV, et c'était déjà amorcé avant en Mission Impossible. C'est-à-dire que c'est pas Mission Impossible non plus qui est arrivé et qui a fait tiens, on fait le gros truc et maintenant tout le monde va faire la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tel succès de ce film et que ça fait partie des scènes qui étaient mises en lumière. C'est-à-dire que même dans les trailers qui te spoilaient à mort cette scène. Parce que c'était ça plus le titre derrière, les gens ils venaient aussi pour ça. Donc il y a quand même un appel du pied qui a été fait, et c'est vrai que depuis Mission Impossible il y a une sorte d'évolution crescendo des scènes d'action totalement improbables. Au point même que on a eu après la série des Fast and Furious qui ne vont pas du tout piocher dans Mission Impossible au sens littéral du terme, mais c'est vraiment le truc où tu dis ok, bon moi je sais que dès lors qu'ils montent dans la voiture, je prends mon cerveau, je le pose. Et si j'accepte le truc, il n'y a pas de problème. Après, on a quand même dans les Fast and Furious une construction au final d'équipe.
Ils ont une équipe. Il y a tout aussi. à fait, mais je pense que c'est pas Mission Impossible qui a inspiré. Ah non. Alors, après, je peux pas savoir, mais je pense pas que ce soit Mission Impossible qui a inspiré ça. Je pense que ça, ils ont plus été chercher ailleurs ces trucs-là. Oui, mais effectivement, ça, on a une équipe, on a un plan. Et d'ailleurs, c'est des films vraiment de gangsters au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'on te fait croire que ils ont loupé leur truc, alors qu'en fait, mais non, t'inquiète, c'était prévu. Il y a aussi cet aspect-là. On parlait d'Ocean Eleven la dernière fois, mais il y a vraiment quelque chose de cet aspect-là. Donc, pour moi, en tout cas, puisque tu me posais la question, c'est plus les scènes d'action qui ont été moteurs à l'industrie du cinéma derrière, au cinéma d'action en général, et qui probablement ont décomplexé avec d'autres films le fait de pouvoir en faire entre guillemets trop. Et c'est pas grave. T'avais déjà des scènes d'action qui étaient grave trop dans les armes fatales, il y avait pas de problème, mais Pas autant. on était dans quelque chose de réel. C'est-à-dire que toutes les cascades étaient faites par des vrais cascadeurs. Il se passait des choses. Là, dans des films comme Mission Impossible en 96, tu commences à avoir pas mal de fonds verts, même dans les choses, alors que Tom Cruise, c'est l'archétype des types qui vont faire leur cascade eux-mêmes, où ils se mettent en danger. Donc, pourtant, il fait parfois des choses qu'il pourrait très bien faire complètement sur fond vert, où on pourrait se dire non mais c'est bon, oublie. Mais tu vois la scène de l'explosion du TGV par exemple, fond vert, genre de choses. Et ça a été moteur là aussi, et on a vu des films arriver derrière et utiliser ce genre de technique. Eh ben merci Sébastien pour cette analyse du cinéma d'action des années 90, et quelqu'un a dit tout à fait dans le chat. Donc voilà, en tout cas tu as été béni par par le la chat. tête. Pourquoi tu dis tu remets la tête moi je dis tout à fait aussi. Je trouve je suis tout à fait d'accord. Eh ben, c'est parfait. C'est plus une continuité qu'un jalon à mon sens également. Alors, voilà. Il va être temps d'enfin donner véritablement notre avis, même si je pense que les gens qui nous écoutent actuellement ont un peu compris que globalement on est plutôt positif, mais peut-être qu'on va être positif plus ou positif moins ou dans la moyenne. On va voir ça tout de suite. Je vais me permettre de commencer, si ça vous dérange pas. Mais d'accord. je pense que ça plaise. Parce que moi je vais être très positif sur le film. Ça fait partie des missions impossibles. Je suis un gros bourrin, hein, vous le savez. C'est celui que j'ai le moins vu. Je l'avais peut-être même vu qu'une seule fois. Pour tout vous dire, parce que moi je suis un habitué du 2 et des autres. Voilà, moi je suis un peu plus le cancre. Et quelle bonne surprise en fait de le revoir. Et bonne surprise parce que justement, on l'a évoqué, je parlais de Palma et vous m'avez repris à juste titre en début d'émission, parce que oui, moi j'ai vraiment le souvenir principalement de je vais voir Mission Impossible pour justement voir Tom Cruise en faire des tonnes dans l'action et avoir des séquences d'action super folles, et après voir éventuellement ce qui va être proposé autour. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce Mission Impossible-là, d'autant plus que pour la première émission, j'ai découvert aussi un peu la série, donc j'ai regardé des épisodes pour voir comment ça fonctionnait, pour voir que c'était principalement du suspense, qu'il n'y avait jamais de coup de feu qui était tiré du côté de l'équipe, etc. Et en revoyant, donc du coup, pour la deuxième fois, le film, il y a quelques scènes encore tout à l'heure, je me dis que finalement, même si les gens ont pas mal gueulé sur le fait que c'était une trahison, etc., on est quand même sur le film le plus fidèle à la série Mission Impossible sur plein de points. Déjà, même s'il y a une grosse séquence d'action à la fin, il n'y a aucun coup de feu tiré de la part de Tom Cruise. Ce qui est, dès le 2 n'est plus le cas, hein, double gun, moto, explosion, lance-roquette, tout ça. Là, on est vraiment sur un film où il n'y aura pas de coup de feu, où il y aura vraiment une volonté, même d'un certain moment, de bloquer la main de Jean Reno Kruger, qui veut tuer quelqu'un directement. Donc son but n'est pas du tout d'être dans la violence, en tout cas dans l'exécution de la violence ou de tuer des gens pendant l'émission, c'est de vraiment faire la mission de la manière la plus propre possible. Et donc on le voit, que ça soit dans la toute première partie jusqu'à la fin, où bon, il y a des morts, ben voilà, mais c'est les morts, c'est les méchants, et parce qu'il y a une grosse scène d'action. Et j'ai particulièrement apprécié le fait qu'on est principalement, effectivement, dans les 2 tiers du film, sur un pur film de suspense. Et en ayant vu quelques épisodes, voilà, première partie du film, à Prague, on est vraiment sur un épisode de Mission Impossible qui dure quasiment une trentaine de minutes, donc on est à peu près dans le timer, même si c'était plus 50 minutes les épisodes, on est vraiment sur un épisode où on a la sélection, donc on a le message du tout début du film qui va annoncer, voilà, cette mission si vous l'acceptez, tout ça, on a la création de l'équipe, on a la découverte de l'équipe avec le briefing, on a le plan qui va se dérouler, et tout ça, donc c'est vraiment Mission Impossible. On a même la fumée de la cassette qui ouais. Voilà, il y a vraiment tout. Je dirais vraiment tout est là, la musique, l'ambiance, tout ça, c'est plus posé, etc.
Et c'est vrai que dès qu'on arrive à Prague, bah là, au niveau suspense, bah non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est super beau, mais en plus, voilà, t'as un suspense qui a coupé au couteau, même si tu connais l'histoire, même si tu connais l'intrigue. Tout est tellement bien fait que tu te laisses prendre au jeu directement, et c'est vraiment hyper bien foutu. Et en plus, on a la mise en scène de De Palma, qui te permet voilà, d'avoir effectivement des pièges qui sont placés au niveau des visuels et tout, au niveau des écrans. On a évoqué tout à l'heure l'écran, le fait que De Palma aime bien travailler avec les écrans. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'ai relancé le film, c'est donc ce côté, on a l'impression de regarder un épisode de la série télé justement sur l'écran. C'est-à-dire qu'on voit se dérouler un plan, et j'aime beaucoup cette idée, et d'un seul coup, t'as le cinéma qui s'invite avec la porte qui s'ouvre, et t'as les acteurs qui arrivent, et d'un seul coup, on rentre dans le film. Je trouve que c'est hyper bien foutu, ce truc-là. Et même une fois qu'on a cette trahison qui est pour moi une volonté de casser le fait qu'on est dans un Mission Impossible classique de la série télé, de partir vers quelque chose qui est plus vers le cinéma, on casse... De prendre son indépendance. Voilà, on prend l'indépendance. Et c'est pour ça que tous les choix qui sont faits, je trouve, dans le fait de mettre d'un seul coup Ethan, mais qui va refaire une équipe juste après, on a vraiment cette volonté de s'éloigner complètement de l'ambiance série télé qui pourrait... peut-être pas forcément convenir sur 2 heures de film, partir vers complètement autre chose et trouver vraiment un nouvel élan pour justement cette saga que les gens ne connaissent pas. Moi, je rentre du coup dans le truc, et comme tu le disais tout à l'heure, Sébastien, quelqu'un qui n'a jamais vu Mission Impossible s'y retrouve parfaitement. C'est-à-dire que tu as un perso qui va éventuellement parler aux autres et qui va peut-être les agacer d'ailleurs sur la décision qui va être prise pour le film. Mais on a vraiment quelque chose qui se tient du début à la fin. Et si j'ai quelques réserves en termes d'interprétation, je disais de Jon Voight sur quelques passages, et surtout que je trouve que voilà, les motivations de Jim sont un peu limites compte tenu de ce qui se déroule quand même dans le film. On a quand même un divertissement de haute tenue qui est plutôt intelligent, qui est relativement bien écrit. J'étais surpris de relire quelques trucs disant que le film est incompréhensible, alors que je le trouve, moi perso, assez limpide. Très clair. Pourtant, il semblerait qu'à l'époque, certains ont vraiment relevé le fait que le film était inutilement compliqué et que personne s'y retrouvait, et que heureusement que c'était bien fait, parce que sinon, ça serait un peu n'importe quoi. À ce moment-là, Mission Impossible, la série est très compliquée à suivre. Parce que c'est ça. Et justement, je le trouve même un peu simpliste au niveau du méchant, parce que voilà, les déroulements au final, c'est le gouvernement est pas sympa, du coup, je décide de tous vous niquer. C'est plus puéril que simpliste, je trouve. C'est un peu limite, mais ouais, quel bon film, quel film fidèle, et justement le hurlement, hormis le personnage de Jim qui peut un petit peu énerver les gens, on est quand même sur un film qui trouve son identité, et qui va aller encore au-delà après, mais qui a une vraie patte de réalisateur, qui a aussi la patte de son acteur principal, clairement, il est présent, il est investi, et on a un hyper bon divertissement, quoi. Donc même quelques réserves, mais on est vraiment sur, pour moi, le haut du panier de la saga, et pourtant on est en 96, c'est le premier film, mais les putains de bases sont là, quoi. Qui veut rebondir? Seb. Ok, alors mon point de vue, à la première vision, j'étais le voir au cinéma, j'ai détesté. Mais vraiment, j'ai vraiment détesté. Et pourtant, il y avait plein de bons trucs dedans, hein, mais toutes les scènes que j'avais trouvées intéressantes ont disparu dans le fait que j'ai détesté la scène d'action de fin, que j'ai trouvé ultra moche, totalement illogique par rapport à ce que j'avais vu avant, et le fait que moi, mon personnage préféré, Jim Phelps, tu en faisais le méchant. Je suis sorti, mais j'étais vénère. Non, franchement, ma première vision au cinéma, j'ai détesté. Paradoxalement, j'ai beaucoup aimé le deuxième quand j'ai été le voir au cinéma, parce qu'il y avait cette prise d'indépendance totale. Et puis j'ai vu le 3. Puis après avoir vu le troisième, je me suis dit, je vais quand même revoir le premier pour lui redonner une chance. Et là, j'avais digéré cette partie-là, et j'ai beaucoup plus apprécié le film à sa deuxième vision. Et si à l'époque j'avais toujours des réserves sur la dernière partie du film, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Et là, donc, je l'ai revu il y a 2 jours pour préparer l'émission. Et aujourd'hui, j'ai encore un troisième regard. Je continue, et là, je vais complètement je m'inscris vraiment dans la filiation de ce que disait Ron tout à l'heure sur les 3 parties. Moi, j'adore les 2 premières parties. Ouais. Vraiment, pour moi, c'était même une masterclass. Si jamais je devais apprendre à quelqu'un à faire du cinéma, je pense que parmi les trucs que je prendrais les 2 premières parties de Mission Impossible. Je dirais, alors voilà pourquoi je veux te présenter ces parties-là, et voilà pourquoi je trouve que c'est parfait.
Mais j'ai toujours beaucoup de mal avec la troisième partie. Plus parce qu'aujourd'hui c'est Jim qui est le méchant, ça c'est bon, c'est digéré, etc. Digéré. Mais et tu l'as exprimé tout à l'heure, Creeper, c'est surtout c'est pas logique. C'est pas logique que ça n'arrive que maintenant. C'est pas logique que le mec il ait mis 30 balais à se rendre compte que finalement il peut être méchant, que tout d'un coup ça devient un sociopathe, ou alors on parlait de multivers, on est dans un autre univers où c'est pas le même qu'on m'a présenté auparavant, parce que même si aujourd'hui le film se suffit à lui-même, moi je ne peux pas faire fi de la série que j'ai vue avant et du personnage que je connais. On en a eu des persos qui d'un seul coup twist et ont de l'amertume, machin, mais moi ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ouais, il y a quelque chose, mais surtout, généralement, c'est des persos on arrive à avoir de l'empathie parce qu'on t'a installé quelque chose. Là, on passe de quelqu'un qui était droit dans ses bottes à un enfoiré de première qui, en plus, tue son équipe et il s'en bat les couilles. Même sa femme, il lui tire dessus. Voilà, merci, c'est exactement ce que j'allais dire. Il bute sa femme. Voilà, bute sa femme et il a aucun regret. Sa femme qui l'a incité à coucher avec son fils, entre guillemets, d'adoption, son élève. Et tout ça juste pour être méchant. Et là, tu dis, à part choquer les fans et bousculer les fans, en fait, malheureusement, ça sent le raccro, ça sent un peu le raccro en termes d'écriture. C'est ça. Faut pas se raconter d'histoire. Et voilà, donc j'ai toujours beaucoup de mal avec la troisième partie pour ces raisons-là. J'ai pas eu, moi, les problèmes que tu as rencontrés, Creepers, avec Emmanuelle Béard en tant qu'actrice, mais plus avec son personnage en lui-même. Qui pour moi, pareil, en fait, il y a un moment donné, t'as un petit peu le coup de coude en disant, alors, à ton avis, gentille ou méchante? Ouais, c'est trop lié au méchant, en fait, c'est un peu dommage. Hein. Ouais, c'est un peu limite. Par contre, j'adore le personnage de Jean Reno. Je trouve qu'il est parfaitement écrit. On en parlait tout à l'heure avec Ron. T'as envie de lui mettre des baffes dans la tronche, voilà. Et puis, forcément, t'as le personnage d'Henri, pareil, où tu dis c'est son chef, c'est pareil, il a un côté antipathique, mais j'aime bien, mais crédible. C'est ce personnage, en fait, tu sens qu'il a monté au départ. Tu te dis il a monté les échelons parce que c'est un enfoiré, mais en fait tu le vois au fur et à mesure qu'il est compétent parce qu'il essaie de faire venir Hunt à Ethan à lui. Enfin, non, puis il s'est fait rouler comme les autres. Tu vois, il s'est fait rouler comme les autres. Erwan? Bon, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que moi j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés de la saga, mais je suis un peu une saucisse avec De Palma, donc forcément c'était un peu joué. Moi jusqu'à Snake Eyes, à la limite jusqu'à Mission to Mars si on veut le mettre dedans. Moi j'adore les films de Palma, je me les revois régulièrement. Je trouve que ce type, on néglige son importance en fait. Entièrement d'accord. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est pas mis au même niveau que les gars de son époque, à côté de ses copains Spielberg. Alors, juste quand même, tu as beaucoup de réalisateurs ou de scénaristes quand même qui se revendiquent de l'école de Palma, voire même qui l'utilisent. Je compte pas le nombre de scènes dans Breaking Bad, par exemple, qui font référence à du De Palma et pas forcément juste les films de gangsters. Hein. Donc, non, il y a... Mais je pense qu'il est moins présent aussi, parce que Spielberg fait encore des films, même s'il cartonne moins, mais voilà, lui, depuis quelques années... il a pété la gueule sur ses derniers films, je suis d'accord. Mais bon, ça fait que je suis déjà un peu une saucisse, donc on a bien compris que j'aimais beaucoup le film, mais je vais en profiter peut-être pour glisser vers le débat du rapport à la série, parce que moi je l'avais beaucoup aimé dès sa sortie en salle. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, là je l'ai revu à nouveau 2 fois pour l'émission, et il y a quelque chose d'assez fascinant dans la relation avec la série, parce que je trouve que le film il met à peu près 1h40 pour réellement couper le cordon. Il le coupe et il le raccommode et il le recoupe et il le raccommode. On a cette scène de départ, il va déjà le couper avec ce que tu décrivais, Creepers. T'as la porte qui s'ouvre, le cinéma qui s'invite. Ah, on passe à autre chose. Eh ben non, parce qu'on retombe sur une mission qui est celle d'un épisode classique. Oui, mais il y a Phelps qui meurt. Bah, s'il meurt, c'est bien qu'on coupe le cordon quand même. C'est le patron qui vient de mourir. Ok, on passe à autre chose. La mission se plante, ce qui n'arrive jamais dans la série. La mission se plante, voilà. Là, t'as une vraie rupture. Mais on raccommode, parce que finalement, la deuxième partie, ça pourrait être un épisode aussi. On constitue une équipe. Et t'as la musique de Danny Elfman qui fait référence du coup à la série comme un nouvel épisode qui redémarre. Et ça va même plus loin que ça, puisqu'on est sur un braquage qui était le concept original
on l'avait dit la dernière fois, de Mission Impossible. Donc là, on raccorde à nouveau le truc et on a à nouveau du Mission Impossible pur jus. Et finalement, il aura fallu qu'on attende la coupure finale. Ça va être la révélation que Phelps est le méchant. Bon bah ok, là le château de cartes s'écroule et on passe à autre chose. Mais ça arrive tard dans le film. On a un film qui va faire un peu des montagnes russes comme ça, entre on va vous proposer autre chose, on va aller autre part, mais en fait pas tant que ça. Et c'est là où quand tu disais que c'était respectueux de la série, ben oui, sur l'immense majorité du métrage, on a quelque chose qui est très respectueux de la série. Complètement. Même en prenant un plot différent dans l'histoire, le déroulé, on a 2 épisodes de Mission Impossible dans le film qui se succèdent l'un à l'autre avant qu'on tombe dans quelque chose qui est plus James Bond finalement sur la fin. Mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez fou de voir ça, où tu te dis que même on imagine presque le processus d'écriture où on dit il faut montrer la différence, très bien. On met des marqueurs pour ça, on va mettre des éléments qui montrent bien qu'on passe à autre chose, mais en fait on revient dans le rail quand même. On retourne dedans. Et c'est là où tout est lié. Parce que tout à l'heure, on évoquait la musique de Danny Elfman. Ben, elle s'en détache pas. Hein. Enfin, elle s'en détache, mais non, elle s'en détache pas. On l'a finalement sur tout le métrage. On a ces rappels réguliers qui nous redisent bien où on est avec ce film. Et ce qu'on est en train de regarder. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, cette scène de fin là qui nous gêne tous un petit peu, mais encore une fois, ça va en vrai. Mais c'est pas la scène, c'est pas la toute scène de fin, on est d'accord, parce que celle dans l'avion, elle est géniale, elle est même logique, mais ouais, celle effectivement de l'hélico. Notre ami de l'hélicoptère là, en tant que scène d'action, pour moi ça va, mais ce qui nous tracasse, ce qui nous titille, c'est que la rupture, elle est quand même brutale à ce moment-là, d'un point de vue stylistique et d'un point de vue de la proposition. Et pour moi, c'est là où elle se fait la transition qu'on retrouvera à partir de maintenant avec la suite, où là, ça y est, on va commencer à vraiment laisser derrière l'héritage de la série, qui va être de plus en plus tenu, quoi. Je sais pas si c'est ça qui me dérange. Tu vois, tu prends des scènes, enfin des films qui utilisent la rupture de manière brutale. Tu prends Danny the Dog par exemple. À 2 reprises, on te pète le film pour t'emmener complètement ailleurs. Et moi, je suis client de ça. Non, moi, ce qui m'a posé en fait problème finalement, c'est vraiment une question d'écriture. C'est que surtout, c'est maladroit. Le personnage de Phelps, en fait, il est pas bien écrit. Il est même, j'ai même envie de dire plus loin, il est même pas bien joué. Il y a quelque chose qui va pas dans l'interprétation, dans l'écriture. Vous avez tellement raison tous les deux, parce que le moment qui twist, cette scène clé de discussion entre les deux, elle est frappante à regarder, celle-là. C'est intéressant de la revoir, hein. Vous qui nous écoutez, regardez-la. Vous allez voir une scène qui, en termes de réalisation, est bonne. En termes de jeu, elle est pas bonne. Entièrement d'accord. Que John Voight dans la scène là, parce que sa conception, elle est pas mauvaise à la scène. Elle est pas inintéressante. Mais par contre, ça passe pas. Voilà, parce qu'elle est presque miroir avec la scène qu'on a dans l'aquarium, au début. Ouais. Mais t'as vraiment ce moment où il lui dit, je sais plus comment il s'appelle justement le flic qui crie que je sais plus, je vais pas tenter. Bref, le flic Kittredge, voilà. C'est Kittredge, c'est lui le méchant. C'est lui. Alors là, t'as Tom Cruise, il fait merde, Kittredge c'est le méchant. Oh, c'est le méchant. Donc il a fait ça. Et là, tu vois le montage alterné avec où il s'imagine. Où il commence à réfléchir. Voilà. En plus, il a trouvé la Bible avec l'hôtel où il était. Il avait dit qu'il était au début, donc il sait que c'est entre guillemets. Voilà, un moment, il commence à savoir que c'est lui. Et là, donc, il se refait le scénar dans sa tête. Et il y a même un moment où là, où tu dis, il y a quand même un truc de malin, je trouve, dans la séquence là. C'est peut-être parce qu'il s'est attaché justement à Claire. C'est qu'à un moment donné, il imagine elle en train de tuer Sarah. Et finalement, il dit, ah non, c'est peut-être pas elle, peut-être que t'as pu le faire toi de loin. Donc il essaie d'innocenter Claire comme ça de loin, etc. Mais par exemple, c'est quand t'as les points de vue sur John Voight, sur Phelps, et là il fait, oui, oh là là, oui, bien sûr, c'est ça, oui, il fait vraiment genre, une tête genre, ah ouais, il me croit, ok, c'est bon, il me croit, oh là là, oui, t'as vu, ça peut être que lui, et ça marche pas. Et donc tu dis, ouais, alors que le mec est quand même censé être un super espion habitué à mentir, machin, moi je me dis, j'ai le mec en face de moi,
surtout qu'on l'a vu dans la série, quoi. Le mec, il ment super bien. Donc, c'est un menteur. Ils sont pas toujours très bons. Je ne vais pas paraphraser Rune, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que la réalisation est très bien. Ouais. C'est l'acting qui va pas en fait. Là, cette scène-là ne marche pas à cause de lui. C'est-à-dire que la démarche de Tom Cruise, jusqu'au moment où il lui dit carrément devant les yeux, genre vénère, pourquoi Jim ? Pourquoi tu fais je sais pas, écoute, pas d'argent, couple pourri, voilà, à un moment la révision de la Porsche, voilà, j'ai envie de péter ma femme. Non mais c'est Jim Kittredge, il a pété un câble. La baguette trop chère. Juste pour rendre à César ce qui appartient à César, après la validation elle se fait par De Palma. Hein. Si jamais la scène lui avait pas plu, il l'aurait refait parce que je vais reprendre le syndrome de comment elle s'appelle de Marion Cotillard, parce que tout le monde dit l'actrice, c'est une très bonne actrice quand elle à un moment donné si Nolan fait le choix fautif, c'est Nolan, bien sûr. de garder cette scène, c'est la faute de Nolan et pas de Cotillard pour moi. Donc je dirais la même chose sur cette scène là. C'est dommage parce que en plus c'est plutôt un bon acteur, mais je pense malgré tout qu'il y a un problème de casting. Je pense qu'il n'était pas à sa place pour ce rôle-là. Je pense qu'il aurait dû être joué par quelqu'un d'autre. Mais... Ouais, je le trouve. D'ailleurs, pour rebondir sur une remarque, ils auraient dû choisir un autre protagoniste que Phelps. Moi, je suis pas d'accord parce que ça permet justement cette coupure et cette rupture. Il y avait cette volonté de passer de la série télé à. Oui, mais il fallait le justifier. Et pas de manière maladroite comme il là-dessus. Quand t'entends les interviews, je trouve que c'est un aveu de faiblesse qui est terrible. Parce que sur les interviews de production, c'est quand même dit directement. Ah ouais, ça c'est une idée, personne s'y attendra. Quoi, c'est ça le sens du truc ? C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment... En fait, il y avait pas de sens, quoi. C'est juste pour le twist et faire parler. Mais en fait, c'est un procédé d'écriture qui est pourri. Ah, mais quoi. c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais dans l'absolu, j'ai même envie de te dire pourquoi pas. Bien sûr, mais dans ce cas-là, ça te demande d'avoir un boulot d'écriture derrière consciencieux. C'est-à-dire qu'il faut justifier ton idée. Tu dis, ok, j'ai une idée, bon, elle est un peu nulle, mais je sais que ça va surprendre le public. Et les autres derrière disent, ok, mais tu le justifies comment ? Très bien, ok, on parle là-dessus. C'est lui le méchant. En plus, c'était faisable. Je veux dire, à un moment donné, le truc, ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas eu les coronesses. C'est que tout à l'heure, je disais, on a un film qui veut fâcher personne, mais on est dans une histoire d'espions. Il peut être retourné. Il peut même avoir un discours, je sais pas, un truc super fort du genre. En fait, j'ai réalisé qu'on bossait pour les Américains et qu'on fait des trucs de salopards. Et finalement, je veux faire payer. Et pourquoi pas ? Tu vois, tu peux trouver une vraie motivation. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais pas pour faire le plein du Cayenne, quoi. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que limite tu peux trouver une autre motivation que ça. Et justement, permettre d'avoir de l'empathie, ce qui est d'ailleurs un des points forts dans certains méchants, des rares méchants de Marvel, c'est que, et souvent les méchants de Marvel sont plus souvent avec des vraies logiques que les héros, c'est que tu peux trouver une logique de, voilà, un peu comme le perso de The Rock, tu vois, le méchant que Ed Harris dans The Rock, où c'est le méchant parce que à un moment donné, effectivement, les soldats ont été abandonnés, il y a une motivation, c'est travaillé, il y a quelque chose. Mais comme on est sur un perso qui est installé depuis les années 60, qui est un vrai gentil, qui est complètement mis dans la pop culture comme quelqu'un de gentil, et d'un seul coup tu dois justifier le fait qu'il est méchant, et si tu le fais au début avec une espèce de flashback ou une explication comme le début de The Rock par exemple, peut-être que chez les gens ça passerait pas et t'aurais moins la surprise justement. Et je pense qu'ils ont tout reposé sur une surprise un peu moisie. Ouais. Et qu'ils n'ont pas brodé autour, ce qui fait que tout ce qui est autour de Jim Phelps dedans, donc sa femme, lui et le final, c'est les trucs les moins intéressants du film, et c'est les trucs qui sont le plus fragiles. Et je reviens au face-à-face entre les deux, c'est que tu sens presque l'improvisation de dialogue au coin d'une table, dire qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire à ce moment-là pour justifier le fait que Ethan a compris définitivement que c'était lui, et t'as ça, quoi. T'as cette espèce de... Lui, il va revenir dans sa tête à comment ça s'est passé, et t'as l'autre en face qui improvise presque, à mon avis, le fait qu'il doit faire... essaye de faire genre t'es surpris. Ah ouais, à un moment j'ai cru qu'il m'avait démasqué. Voilà, on en est vraiment là. Et voilà, moi c'est vraiment la sensation que j'avais, c'est que cette séquence-là, il était là genre... Oh, c'est ballot, je me suis fait cramer. Ah non, il m'a cru. Ah non, c'est bon, il m'a cru. Oulala, on se rejoint là-haut. Donc voilà, pour moi c'est... Bon, j'ai buté ma femme alors. Voilà, du coup j'ai buté ma femme. De toute façon, elle m'énerve. Donc c'est dommage. Et ravioli, j'en ai marre.
Mais c'est vrai que et je comprends le fait que tu sois sorti de la salle un peu chafouin, c'est parce que c'est les derniers trucs qui te restent en tête, c'est cette séquence finale, et puis tu oublies un petit peu du coup le reste. Plus que chafouin, parce que appelons un chat un bien chat. vénère. Mais t'es plus jeune aussi, c'est comme quand je suis sorti de Resident Evil à l'époque, j'étais un peu vénère parce qu'elle me donnait des coups de pied dans les chiens. Et après je l'ai revu, je dis c'est pas si mal. Bon, c'est pas du même niveau que De Palma, mais... J'ai détesté Street Fighter quand j'ai été le voir au cinéma parce que j'adorais la série, puis aujourd'hui je l'aime pour ce qu'il est. Un nanar. Voilà. Un mauvais film. Ouais, mais que pas si mal. Par rapport à Mortal Kombat 2, peut-être, mais c'est quand même pas très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a plutôt pas mal fait le tour de ce premier Mission Impossible. Cette mission a été rondement menée, messieurs. Merci beaucoup. Vous êtes quand même des sacrés on a été particulièrement bien secondés par le chat. Vraiment... Je remercie le chat. Au point que je pensais à un moment que Poker était vénère, genre les gars ils sont pas très préparés. Quand on a loupé Peter Graves, on sent qu'il a été un petit peu. C'est normal. Mais là, c'est vraiment la honte par contre. Moi je n'ai aucune justification et excuse à nous donner là-dessus. Ah non, j'ai eu le blanc là d'un coup. Putain merde, je ne me rappelle plus de Peter Graves. Quelle honte quoi. Mais c'était ma foi, je pense un moment. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, messieurs. Et je suis très content qu'on ait entamé ce truc-là parce que j'avoue que je suis content de revoir l'émission Impossible. Ah, ça me fait plaisir. Exactement. C'est pour critiquer des trucs, etc. Même si j'ai quand même une ambiance que j'aime bien et je suis content que Tom Cruise se soit lancé là-dedans parce que c'est quand même un petit kiff. Et puis c'est des marqueurs de temps aussi. On va le voir, on l'a déjà vu là justement années 90, on le verra avec Mission Impossible 2. Quand je l'ai relancé la Mission Impossible, je pense que ça faisait bien 10 ans que je l'avais pas vu. 96, tu fais putain, il était jeune Tom Cruise alors qu'en fait non. Non, c'est juste qu'il était moins âgé que maintenant, mais... Dans le dernier, tu vois, il commence à assumer un petit peu plus son âge, mais c'est vrai que dans celui-ci, il est jeune, beau gosse, t'as les bras, il est en Marcel et tout, tu vois, il est au taquet, quoi. Mais c'est vrai que c'est un marqueur d'époque, on va voir, les films d'action vont aussi, les Missions Impossibles vont vraiment s'inscrire dans des tendances, en le faisant, ma foi, généralement plutôt bien, mais c'est vrai que ça va vraiment être intéressant d'y revenir à mesure. En plus, comme on aura vraiment les anciens ou les vraiment propres dans la tête, on verra si du coup le 2 par rapport au 1, ça va me faire, là, en le revoyant dans pas longtemps, ça va me faire le petit effet un peu chelou, parce qu'il est vraiment différent, et donc ça sera dans 2 semaines, vous dans le chat, ou vous qui écoutez, voilà, on va enregistrer ça. Alors ça sera 1 semaine plus tard, si vous écoutez en podcast, à peu près, et pour vous, là, dans le chat, ça sera dans à peu près 2 semaines qu'on évoquera Mission Impossible 2 de John Woo, du coup. En tout cas, on va essayer. On va essayer, voilà. Dans tous les cas, d'être à l'heure, parce qu'on se lance plein de défis là, en ce moment. On est pas mal occupé, mais on est des dingues, on dit toutes les 2 semaines, on est en pleine période de vacances et tout, on est très très optimiste. Le pire, c'est qu'en plus, en parallèle, on a Vidéo Club. C'est ça que j'ai essayé de varier un petit peu, voilà. Je pense que t'es un gros malade. Je sais même pas pourquoi on a dit oui. Mais nous verrons. Écoutez, en tout cas, là, on essaiera. On va essayer d'être ponctuel. C'est un défi. Il y aura peut-être des moments, effectivement, pendant les vacances où on ne sera pas présent. Mais à mon avis, le mois d'août va être plus compliqué. Ouais, le mois d'août, ça va être plus compliqué. Mais moi, je suis assez confiant pour le 2 parce que vous avez envie de le revoir. Ron, je sais que c'est déjà fait de ton côté. Et Seb, je pense que t'es chaud patate. Il y a des trucs que je voulais revoir. Alors, concernant Mission Impossible 1, vous pouvez le voir facilement. Il est disponible sur des plateformes de SVOD, il est disponible sur Prime, je crois, ou en tout cas sur Paramount+. Ce que j'allais dire, il est sur Paramount+, avec tous les autres d'ailleurs. Ouais, alors en HD, vous pouvez le louer en 4K, il est sorti en 4K, donc facilement à trouver. Le DVD, le Blu-ray coûte pas cher du tout si vous trouvez même dans les poules, voilà. C'est vraiment, vraiment facile à voir, donc Mission Impossible. Donc si vous voulez en même temps que nous vous refaire l'intégrale, n'hésitez pas surtout. Régulièrement, si jamais vous passez par une Fnac, le premier Mission Impossible, vous le trouvez en Blu-ray entre 2 et 4 euros dans les bacs. Donc, je dis que c'est vraiment pas cher, il est très accessible celui-là. Ah, Poker qui est vénère dit même dans la première émission, vous n'avez même pas mentionné Linda Day George. C'est vrai. Bah voilà. Voilà, elle était déjà un peu longue la première. Elle a dit j'avais pas mal gueulé. Écoute, en tout cas tu as fouette-nous, il y a aucun problème malheureusement. Voilà, on a oublié, petit oubli. Voilà, donc petite coquille qui est réparée grâce à toi. Donc et Peter Graves a été nommé aussi grâce à toi. On a un peu la honte, mais bon. John Woo, Limp Bizkit, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Moi c'est mon petit truc de Jones à l'époque. J'étais au lycée quand j'ai vu Limp Bizkit. Je sais que tout le monde déteste et moi j'aime bien réécouter cette musique. Moi j'adore.
Ok, bon, Moi très j'adore, bien. et je fais j'ai partie hâte. des. Moi, j'ai je fais hâte. partie- mais Le moi 2, j'ai j'ai hâte. Alors. j'ai une tolérance musicalement qui est assez large, parce que j'écoute vraiment beaucoup de trucs différents. Et Limp Bizkit, pareil. en fait, j'ai découvert au moment où j'avais l'âge de le découvrir, et c'est une rencontre qui s'est très bien passée. Alors forcément, le mélange du thème de Mission Impossible avec Limp Bizkit, ça marche très bien pour moi. Mais c'est On en parlera. Allez, donc je vous rappelle, pour les personnes qui ont écouté, si vous voulez qu'on fasse donc notre podcast sur Tom Cruise, n'hésitez pas à nous mettre ça dans des notes, dans des commentaires, etc. Le chat est chaud pour qu'après les podcasts Mission Impossible, on parte sur Tom Cruise. Merci de nous avoir écoutés. Merci déjà pour les commentaires qu'on a reçus et pour les différents partages. On vous embrasse. On a apprécié, Voilà. ouais. Tout à fait, c'est sympa. Merci le chat d'avoir participé longuement pendant cette émission. Merci messieurs d'être venus parler de Mission Impossible avec moi et de vous être lancés là-dedans. Et on se donne rendez-vous bientôt. À bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde.